Bon, allez, on commence. Allez. Allez, full disclosure pour que les gens sachent un peu où on en est psychologiquement. C'est qu'on vient de passer 1 heure juste à faire marcher l'ordi de Georges. Donc là, ça marche à peu près. Je vous mets sa gueule, c'est en train de laguer. On comprend pas ce qui se passe. Voilà. Donc là, en gros, on est au bout du rouleau. Ça fait 1 heure. Donc je sais pas combien de temps on va tenir, mais ça va être un épisode qui va rentrer dans les annales. Donc, ça fait pas 1 heure, t'exagères. Hein? Oui, ça fait genre 1h02. Non, mais ça fait 1h02, 3, mais j'ai arrondi. Mais ça fait une demi-heure quand même, en vrai. Ce qui est assez bah long. oui, parce qu'on voit ça enregistre le truc. Donc, voilà. Donc, pour que les gens, tu vois, soient au même niveau d'énergie que nous, en fait. C'est pour ça que Sache qu'on a déjà beaucoup donné. Voilà, on a déjà beaucoup donné. Donc, là, on va faire The Anxious Generation, là je le prononce hyper mal, de Jonathan Haidt. Et alors, 4e livre qu'on fait de Jonathan Haidt quand même. Et à chaque fois, c'est du très très lourd. Donc on a fait Happiness Therapy, Righteous Mind, Coddling of the American Mind. Et à chaque fois, faut s'attendre à ce que ça soit un peu du lourd. Et en fait, surtout, c'est quand tu écoutes des podcasts, souvent, il va être cité, quoi. Souvent, les gens vont dire... d'après les travaux de Jonathan Haidt en se basant sur son livre et tout. Donc à chaque fois, il fait des trucs quand même pas mal. Et moi, je t'avais dit, je crois que je l'ai entendu citer à la radio en France. C'est vrai. par qui alors, Clem? C'était... Attends, j'ai peur d'une connerie. C'était Najat Vallaud-Belkacem dans une émission sur France Inter qui balance Jonathan Haidt au milieu du débat, quoi. N'importe quoi. Donc même Najat. Voilà. Donc Jonathan, il est psychologue social et professeur d'université américain. Donc c'est un auteur avec un succès phénoménal. C'est surtout The Righteous Mind qui est parfois cité comme le meilleur essai de tous les temps. Et juste rien que le fait que ce soit parfois cité, c'est déjà quand même pas mal. Et donc là, on va parler de santé mentale liée à l'utilisation du smartphone et en particulier sur les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui ont un smartphone en grandissant. Et en fait, ça va être hyper intéressant parce que là, on est en 2024 et donc au lieu de spéculer sur les effets et de se dire « Ah, il y a moyen que ça fasse ci, il y a moyen que ça fasse ça », là, on commence à avoir du recul et on commence à avoir des données qui sont assez fiables en fait. Ça va être les travaux du bouquin. Donc en gros, on a vraiment des données solides sur qu'est-ce que ça fait, sur tout un tas de métriques psychologiques pour les gens qui ont grandi avec ça. Et donc, je peux aussi faire la remarque qu'il y a pas longtemps, on a fait un épisode qui s'appelait Bad Therapy, donc c'était sur les mauvaises pratiques des professionnels de la santé mentale. Et disons que le fait que les professionnels de la santé mentale soient parfois un peu à côté de leur pompe, c'était un sujet, mais c'était pas le sujet. Et là, voilà, on va vraiment parler de le sujet, majuscule sur le L et sur le E. Je vous avais dit qu'on était fatigué. Et qui va affecter la santé mentale des jeunes. Voilà, donc le smartphone et les réseaux sociaux. On va arrêter de faire des hypothèses. Donc est-ce que ça vous chauffe d'avoir des datas un peu tangibles sur ce sujet-là, enfin, j'ai envie de dire. Bah ouais, grave, ça chauffe. Mais du coup, ça veut dire qu'on a un recul de 20 ans et on se dit déjà, ça suffit à avoir pas mal de données parce que ça fait des millions de gens qui ont... Ouais, c'est un recul de 15 ans, vous allez voir. Je vais expliquer pourquoi 2010, c'est une date clé, ouais. Ok. Voilà, oui, moi, ça m'excite. C'est un de tes sujets de prédilection. Oui, et puis surtout l'environnement dans lequel on passe une partie pas négligeable de notre journée. Et on sait tous que l'environnement agit beaucoup sur ta façon de réfléchir et ta façon d'être, quoi. Bah oui, exactement. Et tu vois, en gros, un écran d'ordinateur ou de smartphone, mais c'est pas aujourd'hui principalement le smartphone, c'est quand même, on concentre notre attention dessus 3, 4, 5 heures par jour, quoi, en moyenne. Donc. Ouais, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, exactement. Donc, en introduction, en fait, on peut dire que ce livre raconte l'histoire de la génération Z, puisqu'en fait, par définition, la génération Z, c'est justement défini comme ceux qui ont eu un smartphone avec réseaux sociaux quand ils ont grandi, en fait. Voilà. Donc, en gros, faut être né après 1995. Et donc, avant, c'est les millennials, c'est-à-dire nous. Voilà. Et il fait un petit tacle, c'est-à-dire qu'il dit maintenant on commence à entendre parler de la génération alpha, donc pour ceux qui sont nés après 2010, c'est les enfants des millennials, donc ceux qui sont nés avec la technologie numérique. Mais
déjà, génération alpha, c'est pas trop rentré dans les mœurs, donc les gens sont pas forcément d'accord pour les appeler comme ça. Et en plus, il fait un petit tacle, il dit, en fait, selon lui, on va pas pouvoir mettre de date de fin à la génération Z tant qu'on n'a pas réglé le problème des smartphones. Tu vois, il dit probablement que la génération alpha, ça sera la génération où on aura réglé ce problème-là, quoi, tellement c'est un problème. Voilà. Et donc pourquoi je disais 2010 tout à l'heure, parce qu'en fait pour rappel, donc 2009 c'est l'année du like et du retweet et du bouton partager, donc ça a quand même une certaine signification. Et 2010 c'est la front caméra, donc la caméra qui est au niveau de l'écran sur les smartphones, iPhone 4 lui met, et création d'Instagram. Donc en gros on voit que 2009 et 2010 c'est des dates pivots. Voilà. Et donc, ça, c'était pour la petite introduction. Et donc, la thèse centrale du livre, c'est que la génération Z va avoir tout un certain nombre de problèmes qui sont liés à deux tendances, selon lui. Donc, la surprotection dans le monde réel et la sous-protection dans le monde virtuel. Et c'est ça qu'on va explorer dans ce livre. Alors, est-ce que vous avez des commentaires avant que je fasse la première partie ? Je regarde votre gueule. Vous êtes en pleine concentration, c'est bien. Non, mais tu vois, déjà, c'est intéressant de voir que, tu sais, nous, on a eu toute une enfance et une adolescence sans ordi et sans smartphone et sans réseaux sociaux. À un moment, on a switché. Et aujourd'hui, tu vois, moi, je me rappelle plus trop de comment s'est passée la transition de j'ai une vie normale à j'ai une vie où je passe la majorité de mon temps derrière des écrans. Ouais. Tu vois, genre, j'ai pas un souvenir précis des différents jalons de je me suis mis à utiliser MSN, puis Facebook, puis machin, et tu vois, genre en fait la transition, j'ai pas beaucoup elle s'est faite très subtilement pour moi, quoi. En fait, je me souviens qu'il y avait des gens qui avaient l'iPhone et ils pouvaient tricher en examen ou en allant aux toilettes ou jouer à Doodle Jump. Mais voilà, j'ai ce souvenir que j'avais envie d'avoir un smartphone pour jouer à Doodle Jump, mais je me souviens que il y avait toute une période avec le smartphone, mais où tu n'avais pas les réseaux sociaux et où en fait tu n'avais pas forcément une envie irrémédiable d'avoir un smartphone. Je me souviens qu'il y avait une période comme ça, et donc c'est pour ça que c'est intéressant ce qu'il dit 2009-2010, front de caméra, bouton like, Instagram, tout ça. C'est là où il y a eu un tournant. C'était pas Doodle Jump, quoi, en fait. Voilà. Mais tu vois, je me souviens qu'il y avait en effet, comme tu dis, une petite période un peu de transition, quoi. Donc, partie 1, ça va être une partie qui est blindée de données et vous allez voir que c'est tout le temps un petit peu les mêmes. Donc, c'est triste, mais on va pas toutes les faire parce que l'avantage, c'est que ça se rejoint beaucoup. Donc, au niveau des données concrètes, il commence par nous montrer un graphe illustrant le pourcentage d'adolescents aux États-Unis, donc c'est les 12-17 ans, qui ont eu au moins un épisode de dépression majeure. Et donc ça, c'est des questionnaires, quoi. Et donc, malheureusement, ça a un peu la forme de tous les graphes, c'est-à-dire que tu vois que c'est plat de 2004 à 2010, le nombre d'épisodes de dépression majeure. Ça veut dire que c'est zéro ou c'est juste Non, c'est plat, ça n'évolue pas, quoi. C'est ça. Et en 2010, ça monte en flèche. Et donc, voilà, on a une augmentation de 160% chez les garçons et de 145% chez les filles. Et pour répondre à ta question, les filles, on était la zone plate, c'était 15%, donc c'est avant 2010. Et les garçons, c'était 5%, donc avant 2010. Donc ça, c'est un truc connu, en effet, que la baseline de dépression chez les filles, en moyenne, il y a plus de filles qui sont sujettes. Qui sont sujettes, en effet. Et donc, par contre, tu as vraiment... donc, faut imaginer deux courbes tout à fait plates jusqu'en 2010, et après, cassure. Voilà, et ça ne fait que monter. Et ça ne fait que monter, ouais. Parce que en général, il a des données jusqu'en 2020, 2022, et ça ne fait que monter. Y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas de... Ça ne s'arrête pas. Ouais. Voilà. Donc, c'est juste énorme. C'est valable pour toutes les classes sociales. Après, il va nous rajouter les graphiques par pays. Et la tendance, c'est la même partout. Donc, ça se vérifie autre part qu'aux États-Unis. Donc, c'est quoi ? C'est le pourcentage de gens qui ont une dépression sévère ? Qui ont eu au moins un épisode de dépression. Il a appelé ça comment ? Majeur. Voilà. Dans leur vie. C'est ça. Entre 12 et 17 ans. Entre 12 et 17 ans.
Ok. Voilà. Et on passe de combien à combien, genre entre... Faut faire le calcul. En gros, je t'ai dit, c'est 15% chez les filles avant 2010 et ça a augmenté de 150%. Et c'est 5% chez les garçons et ça a augmenté de 160%. Ouais. Okay. Voilà, donc je vous laisse faire le fois 1,5. Mais voilà. Et voilà. Et donc, c'est la même tendance dans tous les pays. Ah, putain, c'est énorme. Donc, c'est-à-dire qu'en gros... c'est énorme. Genre... Ok. Et je sais pas ce que tu voulais dire, mais en gros, justement, ça ne s'arrête pas à l'épisode de dépression. C'est-à-dire que c'est pareil, si tu traces les taux d'anxiété, tu as strictement la même évolution. Tu as la même évolution avec aliénation à l'école. Donc ça, c'est si tu réponds dans les questionnaires je me sens seul, je me sens exclu, je me fais pas facilement des amis. Et il nous met aussi des graphes sur les personnes qui sont plus âgées. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que tu vois que plus tu es âgé, moins ça te touche. C'est-à-dire que tu vois que les gens qui ont un smartphone à 60 ans, ça n'augmente pas ces différentes métriques là, qu'on vient de citer. Donc plus tu t'éloignes en termes d'âge des 12-17 ans, là, moins ça te touche. Voilà. C'est ouf quand même parce que du coup, je me dis, les jeunes qui sont genre, du coup, accros au smartphone et tout, genre, ils se rendent pas compte qu'ils se font du mal. Enfin, tu vois, Oui, je pense qu'ils se rendent pas compte, oui. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ouf. Mais ça, on en reparlera dans le livre quand on va dire ce que ça implique sur la société. Mais oui. Soit tu te rends pas compte, soit juste t'arrives pas à décrocher alors que tu le sais, quoi. C'est comme n'importe quelle addiction, quoi. Oui, c'est ça, c'est que c'est une addiction. C'est ce que j'étais en train de me dire, en fait. Ouais. Mais c'est sûr, mais disons que ça, on le verra dans les parties d'après, mais je veux dire, ça sera évident pour tout le monde qu'aujourd'hui, on protège pas. Tu vois, les jeunes, on les protège de la cigarette, de l'alcool. On les protège pas du tout assez de ça. Et c'est sûr et certain qu'au bout d'un moment, on va se rendre compte que c'est plus possible et qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en place. Mais j'ai peur qu'on va faire ça comme des blaireaux hyper tard, quoi. Mais bon, on verra ça tout à l'heure dans les autres parties. Et donc là, je vous ai présenté toute une série de graphes, mais en fait, il y a des contre-arguments évidents. Je ne sais pas si vous les voyez à ça. Parce que, il y en a, c'est que correlation is not causation, quoi. Ouais, exactement. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, en gros, aussi, il faut voir quels autres événements sont arrivés en 2010. Tu vois, c'est pas. Ouais. Ça veut pas. Tu vois, il y a d'autres changements qui ont eu lieu et qui peuvent impacter ces générations et leur. Ouais. C'est ça. Donc, dépression. Donc en effet, il y a deux contre-arguments, c'est ce que vous venez de dire. Donc c'est que corrélation n'est pas causalité. Causalité. Ouais, en français, en bon français. On a eu un commentaire il y a 10 minutes. Le niveau de français est déplorable. J'essaie de vous le retrouver. Sur une vidéo. Ouais, César Détroiseau. Votre niveau de français est déplorable. C'est pourtant utile pour étayer un débat correctement. Sinon, bon sujet, le mec est sympa. Quand même. Donc, pour qu'est-ce que je racontais ? Donc oui, donc il y a en effet corrélation n'est pas causalité. Et en plus, il y a aussi des gens qui disent, en fait, aujourd'hui, les jeunes sont plus à l'écoute de leurs émotions, ils vont peut-être plus se signaler comme étant dépressifs, alors qu'avant, ils ne se signalaient pas. Donc, le problème, c'est qu'on observe la même évolution, donc toujours plat, cassure, dans le pourcentage de personnes admises à l'hôpital pour automutilation. Voilà. Donc, les garçons, ça a augmenté de 50%. Les filles 200%. Voilà. Donc on retrouve exactement cette même tendance. Donc c'est pas des gens qui sont en train de rigoler quand ils disent qu'ils sont pas bien. Et causalité, corrélation n'est pas causalité. Il cite plus tard des études où tu enlèves le smartphone et où la tendance rebaisse. Donc là pour le coup on est en causalité. Ouais. Donc voilà, il a anticipé les haters. Voilà. Et en français, comment on dit ? Oh là là, ouais. César va nous dire niveau de français déplorable. Je sais pas. Les haters, les haineux. Ouais, pas mal. Les haineux, là. Tu sais. Et je vous ai dit, on a passé 1 heure, donc on est déjà au bout de. Voilà. Donc, on l'observe aussi dans l'augmentation des suicides. Donc, 91% d'augmentation des suicides chez les garçons et 167% d'augmentation chez les filles. Et il faut savoir que les suicides, c'est la baseline
On va pas le faire en français, on peut pas. La baseline. En fait, on peut, mais pas toi, je crois. Ouais, voilà. La baseline est plus haute dans les suicides chez les garçons que chez les filles. Donc, retenez ça, c'est connu. Plus d'épisodes dépressifs chez les filles, plus de suicides chez les garçons. C'est un peu les vases communicants, si je puis dire. Voilà. Donc, globalement, on peut constater que c'est plutôt pas des bonnes nouvelles. Les données qui nous présentent, un chapitre qui est assez déroutant parce que, voilà, évidemment, il y a un pic à partir de 2010. Donc, tu pourrais te dire que c'est pas les smartphones, mais voilà, on va dire que ça sent bon les smartphones. Et là, je trouve que déjà, on peut se poser 2 minutes parce que c'est quand même un travail important qu'il a fait. On a quand même des données tangibles sur des choses qui jusqu'à là n'étaient que spéculation. Et donc, je ne sais pas si ça vous fait réagir, le fait de voir ces chiffres. En fait, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous... Vous étiez persuadé que c'était à ce point-là, ou est-ce que vous disiez mais non, nous les vieux on critique toujours les jeunes, les nouvelles technologies, je sais pas qu'est-ce qui se passait dans votre tête en fait Et juste c'est cross pays du coup tu as dit c'est dans il met les graphes de pas mal de pays. Du coup quel que soit le niveau de développement du pays et tout ça, on observe ça. Il y a c'est une bonne question. C'est vrai que maintenant que je me souviens, les pays c'était Canada, Angleterre, France, Allemagne. Okay. Je me souviens pas qu'il avait mis genre l'Afrique, le Zimbabwe quoi. Il n'était pas allé jusque là quoi. Donc oui, c'était surtout des pays. C'est quand même dans les pays développés en tout cas. Bah je sais pas. En tout cas, il a pas les datas de la Namibie quoi. Voilà. Donc ouais, je sais pas comment ça vous fait réagir. Est-ce que vous vous dites évidemment quoi. Bah non, mais déjà le constat qu'il y a plus d'anxiété, plus de dépression et tout, je trouve que c'était un truc qu'on commençait à entendre récemment, mais tu sais jamais si c'est du feeling ou si, tu vois, est-ce que c'est vraiment établi par des chiffres ou c'est juste oh là là, ils ont l'air faibles, c'est comme tu dis quoi, genre ces petits jeunes ils sont faibles ou je sais pas quoi. Donc là visiblement il y a un truc qui fait que c'est ça. Après sur la cause que ce soit lié aux smartphones et aux réseaux sociaux, j'avoue je pensais pas autant quand même, je peux pas mentir. Et il parle pas du... Parce que est-ce que tous les trucs de, tu sais, on parle d'anxiété écologique, de peur pour l'avenir, de pas se projeter, machin, qui agit aussi sur cette génération, je pense, la même. Ouais. Est-ce que ça rentre pas en ligne de compte? Alors tu dis qu'il y a le truc où il a fait l'expérience de retirer les smartphones et ça diminue ces trucs-là. Mais est-ce qu'il évoque ce sujet-là quand même aussi qu'on dit être un sujet d'anxiété au moins pour... les plus jeunes. Non. Non, le seul moment où il l'évoque, c'est quand il parle de la génération alpha, là, tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, où en gros, il dit ça va être la première génération à devoir relever des vrais défis environnementaux. Ok. Donc, c'est le seul moment où il le mentionne, peut-être à tort, je sais pas, mais il ne mentionne pas. Ouais. Tu voulais dire un truc, Georges? Non, moi j'avais lu des stats comme ça, qu'en gros, l'histoire des taux de dépression chez les jeunes... qu'ils avaient explosé, et l'isolement aussi. Le fait que les jeunes se sentent de plus en plus seuls. Mais tu savais que t'avais un pic en 2010 ou... Non, j'avais pas la notion de ça. A commencé vraiment avec les smartphones, etc. Oui, le fait que ça soit pas un truc progressif, mais qu'on voit vraiment un pic, ça, j'en avais aucune idée. Ouais. D'accord. Bah voilà, donc... je sais pas si ça vous intéresse parce que vous avez envie, je sais pas, de partager ça à quelqu'un. Chopez-vous le PDF du livre sur LibGen ou même achetez-le. Et vous pouvez screenshotter tous les graphes. C'est assez édifiant, quoi. Vraiment, partie 1, c'est une grosse ribambelle de graphes. Et donc, gros taf de Jonathan Haidt. Donc là, je vais parler un petit peu de la seconde partie. C'était un peu ce qu'il évoquait à côté. C'est-à-dire, là, c'était des premières données, on va dire, brutes de forme. Et là, maintenant, on va s'attaquer plutôt à la partie les enfants sont surprotégés dans le monde réel.
On va essayer de voir un petit peu ça. Donc, je sais pas comment tourner ça, mais en gros, il va dire que les enfants ont un besoin primordial d'interagir entre eux, de jouer entre eux, de ne pas être sous la supervision d'adultes. Et en fait, ça paraîtra évident à tout le monde, mais en fait, il y a une explication darwiniste. C'est-à-dire, bah oui, pourquoi les enfants, ils ont envie de jouer, pourquoi ils ont une motivation naturelle à jouer, à être entre eux. Bah, tu sais, c'est pour apprendre la vie en société, pour savoir résoudre les disputes, mettre en place des règles. Genre, on va jouer, mais si tu touches, si la balle te frôle, c'est pas touché, je sais pas quoi, enfin bref. Gérer les émotions, se remettre de ses bobos, lire les émotions des autres, enfin voilà. Je pense que vous voyez ce qu'il veut dire, voilà, il y a un besoin vital pendant l'enfance et l'adolescence de jeu et d'interaction avec ses pairs, parce que c'est là où tu apprends les trucs. Et le premier graphe de cette partie, c'est un graphe qui montre le déclin d'adolescents qui disent se retrouver tous les jours avec des copains. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc, on passe de 50% en 1990, donc d'adolescents qui se disent se retrouver tous les jours avec des copains, à 20% en 2017. C'est énorme. Ouais, c'est chaud. Et je pense que vous n'êtes pas étonné. Moi, j'avoue que c'est quelque chose, je pense qu'on et aurait dit si de moi je suis manière assez étonnée, intuitive. j'avoue que j'aurais pensé que ça se maintenait quand même, quoi, parce que ouais, surtout à l'adolescence où t'as plus envie d'être avec tes parents et tout, et du coup t'as envie de te retrouver avec tes potes, même si c'est pour être tous ensemble sur ton smartphone, tu vois. Mais j'aurais dit que ça c'était un truc un peu comme tu disais, je sais pas si c'est darwiniste, mais en tout cas intuitif de Bah non, qui pouvait pas s'en passer, quoi, je sais pas. Du coup, t'as eu une vraie perte, quoi, de 50% à 20%, ouais. Ok. Ouais, non, je savais pas ça. Mais déjà, même, je savais pas que les gens 50%, je savais pas qu'un gosse sur deux se retrouvait tous les jours avec ses potes. En 90 Ouais, c'est ouf, déjà. C'est pas mal. Bah, je sais pas, moi, ma mère, quand elle... Après, quand t'es à l'école, tu te retrouves déjà avec tes potes. Ouais. Mais, je sais pas si ça compte, mais typiquement, moi, quand j'entends ma mère me raconter qu'est-ce qu'elle faisait quand elle était petite, genre, globalement, juste le soir, elle fuck off avec ses copains et elle rentre, en gros, quand il n'y a plus la lumière, quoi. Et ses parents, ils savent pas où elle est. Donc... Là, on parle de 1990, 50%, mais les générations d'avant, je pense que c'était un truc, on n'a pas idée, quoi. Donc, ils étaient tout seuls sur le terrain de jeu. Il y en avait un qui se fracassait le crâne parce qu'il était tombé de, je sais pas quelle installation communiste à la con pour ma mère qui était en Yougoslavie. Donc, non, mais je pense que ça allait loin, quoi. Donc, 20% en 2017. Et c'est d'ailleurs une des rares courbes qui commence à baisser, où il n'y a pas cet effet-là plat et pique en 2010. C'est une des rares courbes qui baisse depuis toujours. Et donc, c'est pas entièrement la faute des smartphones, quoi. Voilà. Et donc ça, évidemment, le pendant de ça, c'est que le temps passé à faire les parents est passé de 10 heures en 1990 à 20 heures en 2010. Je sais pas si vous voyez, faire les parents, c'est s'occuper de son enfant, quoi. De son enfant, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup moins l'aspect laisser ton enfant dehors avec ses copains. Voilà. Ouais, puis en plus, ça, c'est chiant parce que ça s'auto-entretient. Parce que après, genre, ce que je veux dire, c'est que même si toi, tu veux laisser ton enfant dehors avec ses copains, s'il n'y a pas de copains, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Exactement. C'est que c'est un cercle vicieux, quoi. C'est un cercle vicieux, et il cite même dans le livre que parfois, tu as envie de faire grandir ton enfant, donc tu lui dis va chercher le pain pour la boulangerie qui est en bas de chez toi. Et c'est déjà arrivé que des gens appellent la police. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un enfant tout seul. Il n'a pas à faire ça. Maintenant, c'est compliqué, quoi. Et donc, les gens appellent la police. Et là, dans les cas où ils citaient, les parents étaient emmerdés, quoi. Et ça, on l'explique comment? Genre, le fait que c'est juste une phobie sécuritaire, quoi, ou il y a d'autres facteurs? Je sais pas, il y a de plus en plus de voitures. Lui, il l'explique par l'avènement, des chaînes d'infos qui sont
là 24 heures sur 24. Oui, donc lui, ce qu'il dit, c'est que c'est vraiment une peur des parents, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, avec les chaînes d'infos H24, en fait, tu as eu énormément d'émissions ou de... Ouais, c'est ça, Oui, d'émissions. t'as plein de trucs avec des faits divers où, voilà, du coup, ça fait flipper tout le monde. Et du coup, les gens surprotègent leur enfant, le laissent de moins en moins sortir. Donc voilà. Et lui, il fait un petit tacle, ouais, c'est-à-dire qu'il dit que, franchement, la probabilité qu'il se passe quelque chose dans la rue, elle est infime, et même limite, tous les prédateurs sexuels sont sur les réseaux sociaux maintenant. Donc, c'est même juste. C'est une bonne remarque. Plutôt le contraire, quoi. Voilà. Donc, c'est rigolo. Donc, ouais, ça, je pense que ça répond à ta question. C'est ça, en gros. Ça n'a rien à voir avec les téléphones, je pense. Mais ça, c'est son avis ou c'est des vrais... Parce que tu vois, genre... Après, c'est un détail, tu vois. Mais moi, ça m'intéresserait qu'il y ait des sondages en mode pourquoi vous ne laissez pas votre enfant sortir, machin, tu vois. Ouais. Et je sais pas si... ils disent tous, on flippe. Non, c'est à moitié son avis, en effet. Je sais pas comment répondre. Oui, c'est quand même un peu son avis. Maintenant, je veux dire, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit débattu. Que les gens ne laissent pas sortir leur enfant parce qu'ils ont peur qu'il lui arrive quelque chose. Enfin, tu vois, c'est quelque chose pour moi, c'est évident, quoi. Donc, je pense pas qu'il soit trop loin de la cible là-dessus. Et donc, pour mettre un vocabulaire technique sur ce qu'on vient de dire, en fait, il va nous apprendre un truc sur le cerveau des mammifères qui est intéressant. C'est le concept de la sensitive period, donc c'est la période sensible. Il l'illustre assez bien avec les canetons, par exemple. Donc en gros, les canetons, ils ont une période sensible jusqu'à quelques heures après leur éclosion. Et donc si tu te mets à côté d'eux pendant cette période, les bébés canetons, ils vont ton image va s'imprimer en gros dans leur cerveau et ils vont te suivre partout comme si tu étais leur mère. Et donc il y a une photo dans le livre d'un gars qui étudie les canards. Voilà, il n'y a pas de saut métier. Et tu le vois se balader dans son jardin avec la rangée de canetons derrière qui le suivent. Et donc pourquoi il parle de ça ? Parce qu'en fait, chez les humains, ça existe aussi, cette période sensible. Et je pense qu'on le sait tous. C'est-à-dire que typiquement, sur le langage, on sait tous que quand tu apprends un langage avant 12 ans, tu vas le parler parfaitement sans accent. Alors que si tu l'apprends après 12 ans, tu vas avoir un accent toute ta vie, quoi. Enfin, vous avez tous remarqué ça. L'être humain a une période où tu peux apprendre des trucs, quoi. C'est pareil avec le sport. Si tu veux devenir champion du monde de tennis, tu peux pas commencer à 25 ans. Tu vas juste être une grosse merde, quoi. Alors que si tu commences petit, en fait, tu vas devenir super fort. Et en fait, c'est juste que ton cerveau, quand t'es petit, il est vierge et ouvert aux opportunités. Et en fait, plus tu grandis, plus il se câble. En fait, je sais pas si c'est la bonne manière de le dire, mais du coup, plus il se ferme aux opportunités et plus il devient efficient à ce à quoi tu l'as câblé. Voilà, c'est ça. Ce qui est logique, en fait. Mais je sais pas si vous avez déjà tilté ce genre de truc. C'est la période sensible. Ouais, si, quand même. Ouais, voilà. Ouais. On l'a remarqué en vieillissant, surtout. Quand tu deviens nul, tu fais je vais apprendre un nouveau truc et juste t'es nul. T'arrives jamais à. Même après 5 ans, tu fais mais pourquoi je suis. T'es juste. après 10 ans, tu fais. Ça a un côté un peu triste, quoi. Genre, ouais, mais peu de gens le savent, ouais. Ouais, non, mais avant, il y avait une croyance inverse, c'était que la plasticité du cerveau, on croyait que vraiment t'arrêtais d'apprendre à partir d'un certain âge et qu'après tu faisais que perdre des connaissances et tout. Donc ça a progressé quand même. Donc là aujourd'hui, on sait qu'on peut apprendre tout au long de la vie, tout au long de la vie, etc. et reprogrammer nos connexions neuronales, blablabla. Donc déjà, c'est mieux qu'avant. Mais oui, juste t'apprends beaucoup moins efficacement, c'est beaucoup plus dur, etc. C'est ça, oui. Et pourquoi tu rigoles, Clé ? Si seulement j'avais su. Ouais, c'est ça. Mais oui, je trouve, en fait, il y a un côté un peu vertigineux dans ce truc-là qui est de dire, genre, t'as un côté un peu définitif qui est un peu triste, quoi. Ouais, je ne pourrai jamais être, tu vois. Oui, mais le truc, c'est que en fait, c'est le cas, quoi. C'est ça qui est. Ouais.
Oui, il faut l'accepter. Ouais. C'est ça. Et bon, après, lui, il s'excite beaucoup sur le concept de Nassim Taleb qui est antifragile. Bon, on l'a fait ce bouquin-là, mais en 2 mots, c'est les choses qui sont enfin, un objet qui devient plus fort quand il est soumis à des attaques. C'est un objet antifragile. C'est ça le concept de Nassim Taleb. Et donc, il dit les enfants sont antifragiles. Et donc, quand vous les faites jouer de manière non supervisée et qu'ils subissent des déboires, des tristesses, des bobos, en fait, ils grandissent de ça, quoi. C'est ça qui leur permet d'apprendre. Donc, on a compris. Donc, il dit, voilà, frustrez vos enfants. Bref, on a compris. Et c'est vrai qu'il a mis une photo dans le bouquin. Et là, j'ai cru que c'était une blague. C'est une vraie photo. C'est un panneau dans une cour de récréation américaine où les adultes de l'école ont cru bon de devoir faire un panneau géant avec les règles pour jouer à chat. Et donc, c'est marqué « Inclure tout le monde »,« Faire pierre, feuille, ciseaux si on n'est pas d'accord »,« Si on touche avec un doigt, ça compte ». Pardon. C'est surréaliste. Et genre, ouais, et c'est vraiment... C'est tout le contraire, en gros, de ce qu'il dit, lui, qu'il faut faire. C'est-à-dire que tu supervises le truc parce que t'as pas envie qu'il y ait des conflits et tout. Et en fait, le fait qu'il y ait des conflits et c'est le but. C'est le but, en fait. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que tu peux avoir tendance à vouloir éviter ça, quoi. Je peux comprendre d'où vient le truc. Non, mais je peux comprendre d'où ça vient. C'est juste que c'est intéressant de savoir qu'il faut peut-être pas le faire, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'il faut s'empêcher de faire ça. Ouais, non, c'est le... Ouais, non, mais moi, je suis d'accord avec ça, mais jusqu'au signe noir, quoi. En fait, ces trucs-là de oui, il faut laisser la personne vivre et avoir des déboires et vivre des choses difficiles pour que elle en ressorte grandie, etc. Donc ça, on est tous d'accord. Mais modulo, enfin, quand on fait exception des cas extrêmes. Bah oui, non, mais genre ça... le mec, s'il est trauma ou s'il est handicapé, bon, c'est moins bien, tu vois. Et donc, enfin, je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens ils sont prudents. Ouais. Enfin, c'est qu'on a, en gros, quand t'es parent, t'as pas peur en général, quand t'es parent et pas débile, t'as pas peur du petit désagrément du quotidien. Tu vois. Ce qui te fait peur, c'est le cas extrême. Ouais. Et en fait, du coup, on en revient au truc de, en moyenne, l'être humain est mauvais avec les probas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Franchement, je sais pas sur le truc que tu dis. Moi, j'ai l'impression que justement, en fait, on utilise ce terme de trauma aussi à mauvais escient. C'est-à-dire que pour des petites choses qui sont normales de vivre pour un enfant selon son âge, on va dire non, mais là, j'ai peur qu'il soit traumatisé parce que, je sais pas quoi, il est pas avec sa copine préférée dans la classe, tu vois. Non, mais là-dessus, il n'a pas le nouveau goûter. Non, mais c'est vrai que c'est un bon. Et en fait, c'est une bonne remarque. On décale le truc par rapport à ce que tu dis. On décale le truc sur des petites choses qui sont normales de vivre et qu'il faut qu'il expérimente pour pouvoir gérer des traumas, pas des traumas justement, pour gérer des difficultés qui vont être de plus en plus grandes à mesure qu'il grandit. Et donc, je suis d'accord avec toi. En fait, évidemment, à la base, ce dont on a peur, c'est plutôt du gros truc. Méga grave, méga traumatisant, mais aujourd'hui je remarque, et je m'inclus dedans, qu'on met le terme de trauma à des endroits où il faudrait pas, en fait. Ouais, en fait, il y a 2 points là-dedans. En effet, des fois, il y a des trucs, c'est pas des traumas. Déjà. Ouais, c'est ça. Et après, Georges, j'ai dit, bah oui, d'accord, mais bon, si l'enfant, il tombe, si vous avez conçu un manège qui n'était pas 100% sécurisé et qu'à un moment, il y a un enfant qui tombe et qui se brise le crâne, bah du coup, les parents sont pas contents. Mais oui, je sais plus qui m'avait dit ça. T'avais un gars qui avait très très peur en avion, qui m'avait dit, oui, vous me dites que c'est safe et tout, j'entends bien. Mais n'empêche que, si je suis dans l'avion vous auriez dit ça aux mecs qui étaient dans l'avion Paris-Rio, ça leur aurait fait une belle jambe, quoi. Et en fait, t'es là, bah oui, en fait, ça peut arriver, quoi. Non, de toute façon, même ce qu'il dit un peu là, c'est que oui, ça peut arriver. En fait, ça peut arriver, et c'est que dans chaque chose que tu fais dans la vie, quasiment, en fait, tu prends un risque.
Oui. De mourir, d'être blessé. Genre, je disais, voilà, en effet, les gens sont pas bons avec les probas. Et en effet, la proba qu'il arrive quelque chose à ton enfant parce qu'il va acheter le pain à 10 mètres de chez toi et il faut traverser un passage piéton et il a 12 ans. Enfin, tu vois. Oui, elle est faible elle est infinitésimale. Elle est pas à 0. Voilà, mais bon, après, les gens, ils prennent l'avion avec leur enfant, tu vois. Enfin... Oui, non, mais c'est vrai. Donc, du coup, il y a les deux facteurs, quoi. Il y a, genre, les gens, on est mauvais avec les probas. Genre, on a tous peur que ton gosse se fasse kidnapper alors qu'il a 1000 fois plus de chances de juste se blesser au foot, quoi. Et on est de plus en plus... on a de plus en plus peur des difficultés. Enfin, on fait rentrer dans... En fait, on veut éviter de plus en plus de difficultés par rapport à précédemment, quoi. Genre, ce qu'on considérait précédemment comme normal, aujourd'hui, on dit c'est un truc qu'il faut éviter parce que c'est un trauma, parce que c'est une blessure, parce que c'est n'importe quoi. Ouais, il y a les deux trucs, ouais. Et juste pour mettre un peu de chiffres là-dessus, donc il donne un récent sondage qui avait donné les résultats suivants. Donc, je sais pas comment ça marche, j'imagine que c'est une moyenne. Que c'est les parents jugent que c'est 10 ans minimum pour jouer dans le jardin de la maison seul. Et c'est 12 ans minimum pour rester 1 heure seul à la maison. Je suis hyper étonné. Hein. Ah ça, ouais, j'aurais dit pareil. Ah ouais, 12 ans 1 heure. Je pense pas que je sois resté... Enfin, je prends mon cas perso, du coup, mais je pense pas que je sois Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, je fais une tête comme ça. La tête une tête très étonnée où il rentre sa bouche dans sa barbe. Mais oui, mais c'est pour ça que t'es fragile, Clem. Oui, bien sûr. T'as vécu aucune difficulté. Si j'oublie pas de mettre la vidéo sur Spotify comme le veut la tradition, vous verrez ma tête qui fait. Ok. Donc ouais, 10 ans, 12 ans, ouais, ça met un peu des chiffres, je suis très étonné. Hein, mais par contre, 10 ans pour jouer tout seul dans le jardin, je trouve ça chelou. Mais surtout, surtout, c'est marrant ce phénomène pour le. Enfin, en gros, les parents qui sont ultra prudents avec leurs enfants sont les mêmes qui ont eu une enfance joyeuse où on n'était pas ultra prudent avec eux. Tu vois, donc c'est bizarre de. Ouais, tu penses Je sais pas. Bah, tu vois, si on dit que enfin, tu vois, c'est juste logique, quoi. Ouais. Du coup, eux, ils ont eu une enfance, pour la plupart, on va dire, heureuse, enfin, ou en tout cas, ils n'ont pas eu d'accident et de trauma majeur, où on s'occupait beaucoup moins d'eux et on flippait beaucoup moins. Sauf que, par contre, la manière dont ils éduquent leurs enfants, c'est pas comme ça. Après, t'as toujours l'argument sur lequel, oui, la société a évolué, mais quand même, je trouve ça marrant parce que c'est les mêmes personnes, quoi, tu vois. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Parce que le truc, c'est que c'est les enfants de la génération X, logiquement, et j'ai pas de choses intéressantes à dire sur la génération X. Sur les boomers, oui. Pas sur la génération X. Ne commence pas. Mais je commence pas. Et donc lui, parce que voilà, je vais terminer cette partie avec les recommandations parce que c'est intéressant, tu vois. Il dit des choses, mais c'est bien de voir déjà lui comment il structurerait l'évolution en fonction de l'âge. Je vais finir avec ça, c'est intéressant. Donc pour ses recommandations pour construire une échelle progressive de l'enfant à l'adulte. Tu vois, il dit à 3 ans, les enfants peuvent mettre les fourchettes sur la table, mettre les vêtements dans la machine à laver, jeter des trucs dans la poubelle, ranger les jouets. Voilà, ça permet qu'ils se sentent un peu utiles. 3 ans. 6 ans, il dit c'est l'âge des responsabilités familiales. Ils peuvent faire certaines corvées de la maison et avoir un petit argent de poche qui dépend des corvées. Voilà. Ça donne des petits pointers en anglais. 8 ans, ils peuvent jouer avec leurs copains sans supervision d'adultes. Ils peuvent faire les courses si le magasin est à distance de marche. Ils peuvent avoir un téléphone où ils peuvent appeler que certaines personnes. Donc, surtout pas un smartphone. 10 ans, vrai téléphone sans Internet. 12 ans, encourager à faire des petits travaux pour de l'argent, donc babysitter, nettoyer les feuilles mortes du voisin, voilà, faut qu'il commence à faire ça. 14 ans, il dit c'est un âge qui pourrait être une norme nationale pour le premier smartphone. Lui, il trouve que 14 ans, c'est trop tôt, mais tu sais, si tu te fais faire une loi ou une norme nationale ou un truc comme ça, c'est pas mal. Tu vois. Mais lui, il recommande plus tard, mais c'est pas mal. Même histoire avec 16 ans, qui serait la norme nationale pour ouvrir un compte sur les réseaux sociaux. Donc lui, il préfère 18 ans. Mais si tu fais une loi, c'est bien, tu vois. 16 ans, c'est bien. Donc voilà, je trouvais ça bien de faire ça parce qu'il termine cette partie en donnant un petit peu lui ce qu'il pense. Voilà.
Donc ça permet aussi de. Mais du coup, il se structurer base sur quoi genre, c'est quoi déjà lui? Il est psy ou non? C'est ça. Donc lui, il est psychologue social et professeur à l'université. Okay. Et voilà, disons que son avis vaut ce qu'il vaut, mais au moins il le donne. Enfin, parce que. Voilà. Non, mais c'est vrai que par exemple, au-delà du seuil exact, genre est-ce que c'est 15 ans, 16 ans, 14 ans, machin, genre je pense que. Enfin, je vois pas l'argument pour. Enfin, tu vois, genre, pour une loi qui dit, genre, un enfant de moins de X années, de 16 ans, par exemple, n'a pas besoin de créer un compte sur les réseaux sociaux, avec une liste de réseaux sociaux, par exemple. Enfin, je vois pas comment tu pourrais ne pas être d'accord, en fait. Mais en fait, genre, qu'est-ce que tu peux. Enfin, non, mais c'est marrant parce que c'est des trucs qui sont jamais discutés. Genre, pour le coup, j'ai jamais vu dans l'espace public une discussion en France une loi anti-réseaux sociaux ou qui interdit les réseaux sociaux pour les enfants, tu vois. Mais franchement, enfin, je pense qu'il y aurait un consensus assez fort là-dessus, tu vois. Bah après, est-ce que c'est pas du coup plutôt les boîtes, enfin les je sais pas quoi là, les Facebook et compagnie, les Meta, qui bloquent en fait? Ah oui, oui, parce que enfin. complètement. Oui, mais pour le coup, il y a même pas la discussion, tu vois. Genre, c'est marrant parce que j'ai jamais vu ça d'évoquer. Alors que. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu peux dire? Oui, ils peuvent moins rentrer en contact avec leurs amis. Non, de toute façon, ils sont à l'école, quoi. C'est la liberté de je sais pas quoi. Non, mais en fait, bref, on va pas faire la partie en avance, mais c'est vrai que la constatation que tu fais, c'est quand même une constatation qui est assez triste parce que ça a un énorme impact sur le capital humain d'un pays. C'est-à-dire qu'en fait, tu perds une thune phénoménale à mal éduquer tes enfants, à leur créer des problèmes psychologiques. Enfin, c'est une perte de capital humain. Je pense que ça se compte en milliards. Enfin, je sors des chiffres de mon cul, mais ça se compte en milliards. Et je veux dire, tout le monde est d'accord. Ouais, ça, je pense que tu questionnes n'importe quel parent, tout le monde te dit je suis en galère avec les réseaux sociaux et avec les écrans. Quoi. Et tout le monde va te dire j'arrive pas à contrôler mon enfant là-dessus. Quoi. Ouais. Enfin, peut-être on va pas le faire là, mais Najat Vallaud-Belkacem, elle s'en branlait pas du coup. Oui, mais quand elle est plus politique, du coup, c'est sympa, tu vois. Mais je suis d'accord, tu vois. Merci pour à la fois le smartphone et les réseaux sociaux, genre. Pour le coup, je trouve que le gain, il est majeur sur la santé mentale, sur le développement cognitif, etc. Et là, alors que la perte, elle est mineure, parce que quand t'es enfant, de toute façon, t'es à l'école. Et je pense que les parents, une partie non négligeable des parents se galèrent suffisamment pour essayer de contrôler la consommation d'écran et de réseaux sociaux de leur enfant pour être complètement d'accord avec ça, quoi. Oui, je vois pas où est le problème. Parce qu'en plus, t'as un phénomène Parce qu'en plus, t'as un phénomène de mimétisme. Genre, tu veux ton smartphone parce que l'autre l'a, etc. Du coup, le fait de faire une loi généralisée, ça aide tout le monde, quoi. Ouais. Vous allez voir qu'il va proposer des solutions, justement, parce qu'en effet, c'est compliqué d'être le seul à pas avoir de smartphone. Mais oui, je rejoins le fait que ce qui est hyper triste, c'est qu'en fait, on voit pas où est le problème, en fait. Vraiment, du coup, c'est juste du lobbying. Je me demande, je sais pas. Vraiment, c'est vraiment un sujet sur lequel. Autant je trouve il y a plein de sujets où tu peux. Nous, souvent, on fait genre non, mais il n'y a pas de débat, machin. Mais en fait, en vrai, il y a un débat, tu vois. Il y a plein de sujets où on est un peu des tocards, tu vois. Mais juste là, il y a zéro débat. C'est des milliards d'euros qui sont perdus. Les ados eux-mêmes, ils seraient vénères. Mais on leur demande pas leur avis. Et donc non, mais c'est vrai, genre, pour moi le seul truc dont tu pourrais avoir besoin, c'est de dire je souhaite pouvoir rentrer en contact avec mon enfant, donc je veux qu'il ait un téléphone. Ok, peut-être qu'il y a des parents parano qui veulent pouvoir le localiser, donc faut qu'il y ait un GPS, peut-être, si tu veux, mais à part ça, les autres, tout le reste, on s'en fout un peu, quoi. Oui. Après, tu peux acheter un Apple AirTag, enfin bref. On va revenir un peu sur ces points-là. Donc, je vais passer à la partie 3, qui est une partie qui est orientée sur les 4 grands piliers développementaux dont les enfants sont aujourd'hui privés, selon lui. Donc, 1, manque de vie sociale, 2, manque de sommeil, 3, fragmentation de l'attention, et 4, addiction. Donc, c'est une partie qui va revenir là-dessus. Et il commence avec... c'est pas un des 4 piliers, je sais pas pourquoi il commence avec ça, mais donc on va l'appeler le pilier 0. C'est un truc qui va revenir assez souvent,
c'est, je sais pas comment on peut le traduire, opportunity cost en français, le coût d'opportunité. C'est qu'en fait, toutes les heures que tu passes là-dessus, en fait, c'est juste un coût d'opportunité. Tu pourrais faire autre chose pendant ces heures-là. Et donc, je sais pas si c'est tout à fait vrai ce qu'il dit, mais tu sais, il dit, si on te propose un super cours de chinois, par exemple, le soir après l'école, après le travail, et c'est gratuit, et c'est vachement bien, et ça dure 2 heures, tous les gens vont se dire, ok, c'est gratuit, c'est bien, mais juste, c'est 2 heures où je pourrais faire autre chose, quoi. Donc les gens prennent en compte le coût d'opportunité à chaque fois dans toutes les propositions qu'on leur fait. Et lui, il dit que... cours de chinois. J'ai fait exprès de choisir un truc un peu alternatif. Et de hongrois, si tu veux. Et donc, ouais, les gens prennent en compte le fait que... Il y a tous les mecs qui prennent des cours de chinois qui sont là... Ouais, moi, j'ai pas compris. Je croyais que tu allais dire que c'était un truc que tout le monde était censé de faire. Et en fait, non, mais apparemment, le coût d'opportunité était élevé. Non, mais c'est pour ça que... Cette grosse geek, là, elle aurait pris les cours de chinois. non, mais c'est pour ça que j'ai essayé de prendre un exemple où, en gros, la langue était potentiellement utile et que c'était pas juste l'islandais, quoi, tu vois. Donc, moi j'aurais repris le cours de chinois. Quel enfoiré. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des gens qui choisissent le cours, parce que en effet, c'est peut-être utile, mais les gens prennent en compte le fait que là, en fait, ils vont passer 2 heures de leur life chaque soir. Voilà. Et ce qu'il dit, je sais pas si c'est vrai, c'est que les gens ont moins ce réflexe-là avec le smartphone. Et juste, est-ce que vous connaissez les chiffres? C'est-à-dire, c'est combien d'heures par semaine pour un préadolescent ou pour un adolescent, d'ailleurs, c'est pareil. Combien d'heures par semaine sur le smartphone? 30. Ouais, Georges, tu dis quoi, non? Sur le smartphone, ouais, je dirais 4 heures par jour. 4 x 7, 28. Voilà, c'est ça que j'ai. Ouais, donc non, c'est 40 par semaine pour un préadolescent et 50 par semaine pour un adolescent. Donc c'est 6 à 8 heures par jour. Et donc c'est un travail à temps plein. Donc en fait, ce pilier que j'ai appelé le pilier 0. 6 à 8 heures par jour, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, ouais. Mais en fait, j'avais lu, je crois, des stats comme ça qui m'avaient ébouriffé. Mais tu vois, genre, pour non, mais ça. Non, mais tu vois, pas genre, t'enchaînes ta phrase normalement après avoir dit ça. J'avoue. Non, mais pour adultes, tu sais, j'avais vu les temps d'écran pour adultes, et je peux comprendre parce qu'en fait, adulte, tu cumules ordi et smartphone, et du coup, vu que tu travailles, en fait, ça fait tout de suite beaucoup d'heures, tu vois. Oui, d'accord. Tu peux faire du 8, 9, 10 heures parce que tu fais smartphone plus ordi. Dès que t'as un métier de bureau, t'es niqué. Ouais. Mais pour les enfants, genre 6-7 heures, c'est ça. Pour les adolescents, le truc, c'est que je me dis, en fait, à partir du moment où il a un smartphone, il est tout le temps dessus, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, ce que ça dans le bus, à la récré, à la cantine. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, avec le nombre d'heures que tu dis, c'est que à part l'école, tout le reste du temps, il est sur son smartphone. Ouais, c'est ça. Mais mais ils sont tout le temps en train de s'envoyer des messages, des vocaux, des trucs de. Non, mais vrai. Non, mais c'est choquant. Mais c'est pas choquant au point de se dire ah ouais non c'est bullshit. Et juste pour comparaison, il dit dans les années 90 on était à 3 heures par jour de télé, en comptant aussi les jeux vidéo. Voilà. Donc en gros on a rajouté 3 à 5 heures de temps d'écran par jour. Et en plus pour couronner le tout, ça ne prend pas en compte le temps où l'ado il est en train de penser à un truc de merde sur les réseaux sociaux. Enfin bref, il est déconcentré parce que il est pas sur son téléphone, mais bref, il se rappelle un mème. Il est distrait. Il est en train de crafter son post. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il est distrait. Mais du coup, t'as dit combien d'heures? Il est atteint de distrayance. Hein? T'as dit combien d'heures par semaine? C'est 40 pour préadolescents et 50 pour adolescents. Donc c'est 6 à 8 par jour. Ouais. 6 à 8, mec. Mais mec, 8 heures, genre... Je comprends pas. Ah, mais oui. Non, mais 8 heures, sachant que tu dois dormir 8 heures. Donc en gros, alors, t'as 16 heures. Spoiler alerte, il y a le pilier numéro 2 qui s'appelle le sommeil. Oui, et vous allez être s'il vous plaît. Ouais, mais considérant que tu dors 8 heures, tu vois, c'est-à-dire que si tu passes 8, tu passes 50% de ton temps de vie sur un smartphone, quoi, quand t'es un gosse. Oui. C'est ça. Ah ouais, temps de vie éveillé. Ouais. C'est fat. Voilà. Ouais, c'est fatos. Donc voilà, ça c'est le pilier 0 qui est juste pour rappeler, juste il y a un coup d'opportunité. Georges, t'es toujours là parce que t'es frisé en fait. Je suis là.
Ok, je te mets parce que là il est en position de prière. Ouais, il est en position de prière. Je vous mets la position de prière de Georges. Voilà. Voilà, je peux même faire cette vue-là où il y a moi d'un côté et la position de prière de l'autre. Où on dirait qu'il te supplie. Ouais. Ah, voilà. S'il te plaît. Ah, il est back. Il est back, mais il est flou. Allez, oh là là, il est de retour. Il est de retour. Encore plus beau qu'avant. Donc ça, c'était le pilier Zéral. Voilà, le temps d'écran se fait quand même au détriment d'autres choses. Rappelons-le. Ensuite, si on parle de manque de vie sociale, donc ça c'était le pilier 1. Donc, on passe de 160 heures par semaine de sociabilisation à 40 heures pour les ados et jeunes adultes âgés de 15 à 24 ans. Donc, ça a chuté dramatiquement. Putain, mais c'est énorme. C'est énorme. Et il dit que même ces 40 heures ne sont pas d'une très grande qualité parce qu'ils passent aussi du temps sur leur téléphone quand ils sont ensemble. Enfin, sociabilisation dans la vraie vie, parce qu'il y en a qui vont arguer qu'ils sociabilisent derrière leurs écrans. Voilà, mais non, en fait, ça ne compte pas. Oui. Donc, voilà. Donc, bon, dans le livre, il y a un témoignage d'un étudiant qui explique que quand il arrive quelques minutes en avance à un cours, il entre dans une classe où le silence règne et t'as 30 étudiants sur leur téléphone qui disent rien. Ok, why not? Juste, enfin, c'est clairement une expérience personnelle aussi. C'est-à-dire que je confirme, je donne parfois des cours en post-bac. Et le matin, tu rentres dans le foyer des élèves et juste, ça fait flipper, quoi. Ils sont tous sur leur téléphone, dans le noir, en silence. Et même l'autre jour, là, on était à Belgrade, je sais pas si tu te souviens, Clem, mais on était dans un resto et je sais pas, il y a des jeunes qui rentrent dans le resto et qui s'assoient. Donc je suppute que, je sais pas, ça devait être un club de sport ou qu'il y avait un accord avec le resto, ou je sais pas quoi. Et donc ils s'assoient tous à une table, en silence, sur leur téléphone. Ah ouais, j'ai pas du tout fait gaffe. Ah, c'était vraiment... Bon, alors, c'est arrivé là, c'est la semaine dernière, mais c'était le truc le plus choquant dans cette catégorie-là que j'ai vu. Ils étaient 10, tous sur leur téléphone, et de temps en temps, t'as un mec qui lève la tête et qui montre à son pop, regarde, et qui revient sur son téléphone. Donc, non, au-delà de l'exemple dans le livre, c'est clairement un truc, je vois tout à fait ce qu'il veut dire, quoi. Pilier numéro 1. Oui, le truc, c'est que, c'est comme tu dis, c'est des vases communicants, quoi. Si tu passes 8 heures sur ton smartphone, 16 heures, il faut les prendre de quelque part, quoi. Ouais, donc quand tu bouffes avec les gens de ton équipe de sport, ouais, voilà. Donc, ouais. Oui, non, mais vraiment, pardon. Non, mais c'est vrai que ça pique les yeux, quoi. 160 heures à 40 heures, ouais. Pilier numéro 2, le sommeil, on est passé de 30% à 45% d'étudiants qui dorment moins de 7 heures. Oula, non. Non, j'ai mal lu. C'est encore pire que ça. Donc, on est passé de 30 à 45% d'étudiants qui dorment moins de 7 heures à 90% en 2020. Ah oui. Putain, moins de 7 heures. Ouais, 90% en 2020. Ah ouais, alors là, j'espère que j'ai pas marqué une connerie, mais j'ai l'impression que c'est ça. Si je déchiffre la phrase cryptique que j'ai marquée, oui, j'ai l'impression que c'est ça. 90%. Mais ça, pour le coup, moi, je le vois... il y a 90% d'étudiants dans moins de 7 heures. Ouais, mais après, en fait, c'est intéressant aussi. Ce que je veux dire, c'est que là où c'est intéressant, c'est que c'est une expérience partagée entre adultes. Enfin, tu vois, l'expérience des réseaux sociaux et du smartphone, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une expérience intergénérationnelle, quoi. On subit tous un peu le même truc et on vit tous un peu les mêmes choses. Sauf qu'effectivement, les jeunes, ils sont un peu plus vulnérables, etc. Oui. Mais c'est intéressant dans le sens où tout ce qu'il dit, en fait, on ne peut que être d'accord parce qu'on l'observe chez nous, quoi. Oui, et on se dit, si nous, on passe tant de temps derrière l'écran, si nous aussi, on est sur notre smartphone alors qu'on est avec des gens à côté. Moi, à titre personnel, il y a plein de nuits où je veux dormir à minuit et finalement, je dors à 3-4 heures parce que j'ai geeké comme un porc, tu vois. Et en fait, on le voit tous, donc il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas aux enfants. C'est juste que quand on voit le chiffre et l'ampleur du phénomène, c'est un peu plus choquant, quoi. Ouais, donc j'ai regardé, en effet j'ai fumé la moquette, c'était en 91, c'est vers 30%.
Et en 2019, on est plutôt vers 45%. C'est ce que j'avais noté. Ouais. Ok. Je sais pas, je me souviens, le 80, c'est quand même 90, c'est quand même violent. Quoi. Ça aurait été chaud. Ouais. Je vous le montre, vous voyez rien, mais je vous montre ça. Okay, super. Beau graphe. Et on voit rien du tout. Et non, mais ouais, enfin, en gros, pour rebondir sur ce que tu dis, Georges, bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je vois bien que parfois, je fais des grosses séances de geekerie sur mon smartphone et après, j'arrive pas à dormir. Mais que je suis adulte et quand même, j'arrive à pas faire ça tout le temps. Bah, tu vois, moi, par exemple, non, alors que je suis adulte. Non, mais... bah, très bien. On va faire le pilier 4, l'addiction. Pilier 4. Non, mais oui, tu vois comment un jeune peut non, mais être, oui, c'est hyper dur. Bien sûr. Voilà. Donc, pilier 2. Pilier 3, fragmentation de l'attention. Donc, fragmentation de l'attention, on parle de 192 notifications par jour en moyenne sur le téléphone pour les étudiants interrogés. Donc, c'est 11 notifications par heure éveillée. Et ça, faut faire gaffe parce que c'est une moyenne. Donc, c'est-à-dire que chez les plus gros utilisateurs, tu vas être à une notification par minute. Facilement, tu vas atteindre ça. Et ça comprend les trucs, les WhatsApp et compagnie. Ah bah oui. Ouais, d'accord. Oui, bien sûr. Et donc... Quel boomer. J'avoue que j'aime la question. Les notifications, ça comprend. Et Viber. Le mail. Elle va citer toutes les apps qui t'envoient des notifs. Et celle avec le taxi, et celle avec le chat, Snapchat. Ça comprend Snapchat. Putain, mais tu sais ce que c'est une notif, Clem, là? Qu'est-ce que tu nous fais, là? Je sais pas, on parlait de réseaux sociaux et je sais pas, j'ai pas mis ça dedans. Il a dérapé totalement. Et les SMS, c'est des notifications également? Et heureusement que t'es pas là, hein, t'aurais pris un taquet dans ta tête. Hein. Est-ce que ça compte les SMS bleus? Allez, arrêtez. On arrête de se Putain, franchement, attention, elle est sur la pente, là. Elle est en train de devenir quand même mes parents. J'ai un mauvais côté. De toute façon, ça fait 3 heures qu'on est là. Donc, et oui. Non, j'allais dire un truc de boomer, du coup. De boomeuse. De génération Du coup, il y en a aucun oui. qui enlève les notifications. Moi, je mets quasiment aucune notification. L'histoire ne dit pas s'ils sont assez malins pour le faire, mais je pense qu'ils le font pas. Ouais. Et donc, bon, ok, c'est cool, on a les chiffres de notification, c'est marrant. Mais juste fun fact. Bah ça, pour le coup, on peut tous se regarder. Tu sais, que ce soit un téléphone Android ou iOS, tu as le truc temps d'écran. Et ça te dit le temps que tu passes sur ton smartphone, le nombre de fois où tu le sors, où tu pick up, et le nombre de notifs. Ah, je savais pas qu'ils mettaient le nombre de notifs. Ouais, donc ça te dit le temps d'écran, les pick-up et les notifs. Ouais. Et après, ça te les ventile par application et par type d'application. Ouais. Donc ça te dit, ça te dit soit Instagram, machin, t'as donné plein d'applications, soit les réseaux sociaux. Tu peux choisir la catégorie. Mais du coup, dedans. En fait... Pardon. Il y a les messages bleus. Mais du coup, tu vois, on peut tout de suite vérifier ces chiffres avec nous, notre enfant, parce qu'il y a ce temps d'écran qui est activé par défaut sur iOS. Sur Android. Tu peux checker. C'est peut-être une des rares avancées qu'on a eues sur ce sujet-là de l'addiction. J'avoue, c'est incroyable ça pour le coup. Sur les 15 dernières années, tu vois. J'avoue, c'est incroyable qu'ils aient mis ça. C'est pas du tout dans l'air du temps. Donc ce pilier 3 de la fragmentation de l'attention, il y avait juste un fun fact où en gros, il cite des études où, oui, ok, quand tu as le téléphone à côté de toi en train de recevoir des notifications, tu es moins bon lorsqu'il faut faire des tâches cognitives. Donc ça, ok, merci, tu vois. Mais aussi, ce qui était rigolo, c'est qu'entre avoir le téléphone sans notification et avoir le téléphone dans une autre pièce, ça changeait aussi, c'est-à-dire que tu étais meilleur en tâches cognitives avec le téléphone dans une autre pièce. Même si t'as pas les notifications. Ouais, c'est ça. C'est comme si le téléphone, il avait une sorte de... Ouais, mais ça, je le sens, un pouvoir. T'as envie de checker un peu. C'est ça, il y a un pouvoir, il y a un truc. Ouais. Ça, c'est fun fact, quand même. C'est fun fact. Oui, et puis surtout, tu vois, ce qu'il faut se dire, je trouve, c'est la différence entre adulte et enfant, c'est que, tu vois, genre, moi, je me rends compte quand je suis interrompu, je constate que je suis moins efficace parce que j'ai un élément de comparaison, tu vois. Parce que j'ai eu plein de moments où j'étais pas interrompu avant que j'ai des smartphones, machin. Et sauf qu'il faut se dire, le gosse, il a toujours vécu avec ça. Et il a toujours laissé les options par défaut, où juste on t'envoie plein de notifs, machin. En fait, lui, il va même pas se rendre compte qu'il est pas efficace ou qu'il est trop distrait, parce qu'il a pas d'élément de comparaison, il va considérer que c'est la norme, quoi. Et du coup, il a pas... Après, il a l'élément de comparaison avant d'avoir un téléphone, quoi. Clem, elle est pas d'accord.
quoi. Non, mais c'est vrai, tu te rends compte par non, mais oui, différence mais aussi. après, est-ce qu'il est, Mais bon, est-ce qu'il a la maturité de. Oui, déjà, t'as pas la maturité. Et puis surtout, genre, je sais pas si t'as ton premier smartphone à 10 ans. Je sais pas si à 9 ou 7 ans, t'as fait. J'avoue, t'étais là, genre, j'étais vachement productif quand je faisais des duplos. Et quand je suis passé au Lego, il y a eu un espèce de Exactement. Et du coup, genre, je trouve ce qui est ouf, c'est que déjà, quand t'es adulte, t'es addict, t'as le FOMO, tu peux pas t'empêcher de le regarder, etc. C'est un aspirateur à attention, le machin. Mais au moins, tu te sens un peu mal, tu vois. Tu t'es là, ok, j'ai été nul, j'ai trop regardé mon téléphone, machin. Et il faut se dire que si t'as eu ton smartphone depuis le plus jeune âge, en fait, t'as même pas ce sanity check, cette prise de conscience, et tu te sens pas mal, en fait. T'es là, ouais, c'est normal, je suis un hamster, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Votre niveau de français est déplorable. C'est pourtant utile pour étayer un débat correctement. Sinon, bon sujet. Arrête. C'est ce truc. Donc, dernier pilier. non, mais faut arrêter de cracher les gens qui nous critiquent. Non, il faut accepter la critique, Alexa. Hein? Moi, j'accepte. Est-ce que j'ai l'air de pas accepter? Bah oui. T'as totalement la l'air de voix pas que t'as accepter. pris. Oui. Voilà. Mais moi, j'accepte, il a raison, on fait trop d'anglicisme. Ouais. Mais oui. Je Tout à trouve, fait. je suis d'accord. Tout à fait. On lui enverra un t-shirt. C'est vrai, quand est-ce qu'on fait des t-shirts? Bah là, du coup. Ok. Pour César Do. Des 3 O. Je sais pas comment on prononce. Donc, addiction, pilier numéro 4. On a déjà parlé plein de fois, mais en effet, les créateurs des applications font appel à des professionnels du cerveau humain afin de rendre les applis les plus addictifs possibles. Bon, on connaît, mais je trouve que c'est intéressant. Là, il parle du modèle le plus connu, selon lui, d'addiction développé et utilisé par ces applications. Et donc, c'est en 4 étapes, et c'est une boucle, en fait. Ça reboucle à l'infini. Donc, c'est trigger, action, récompense variable, investissement, et ça reboucle. Et donc, le trigger, c'est une notification. Donc, par exemple, quelqu'un a liké un post, et donc ça te donne envie d'ouvrir l'application pour aller voir ce qui se passe. L'action, c'est d'ouvrir l'application. 3, là, tu vas avoir une récompense variable. Donc, est-ce que c'est un commentaire sympa? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de likes? Je sais pas. Bref, c'est variable à quel point tu vas être Saucé. C'est pas du très bon français. Non, mais c'est pas de l'anglais. Donc, voilà. C'est insupportable. Et dites-nous dans les commentaires si vous trouvez qu'Alexa est un gros rageux. un branleur. Et le côté de la variable de la récompense est important parce que c'est montré par plein d'études que quand la récompense est variable, en fait, t'es beaucoup plus addict que quand tu sais ce qui va tomber. Ouais, c'est sûr. Et puis même, on peut le constater. Une fois que tu le sais, parce que moi, tu vois, tu prends pas. J'ai lu à propos de ce concept il y a genre quelques années. Et tu n'y croyais pas. Et en soi, c'est assez basique, mais une fois que tu le sais, t'es là. Mais oui, genre, enfin, tu retrouves plein d'exemples dans la vraie vie où la récompense est variable et tu remarques que ça te rend fou, quoi. Mais oui, mais tu sais, il y a des expériences avec les pigeons, pardon, où tu leur mets une récompense variable, ou aléatoirement ils ont des grains et tout, et ils pètent des câbles. Ouais. Et ils font que de mettre des coups de bec sur le bouton. Ah bon? Mais oui, tu savais pas? Ah bon, ok. Oui, ça marche sur les pigeons aussi, quoi. On est au même niveau que les pigeons. C'est très connu. Okay. C'est très connu. Donc ouais, côté variable très important. Et après, tu as le côté investissement, c'est-à-dire une fois que tu as passé des heures à mettre tes photos, à avoir plein d'amis, plusieurs conversations ouvertes avec tes groupes de potes, machin, l'investissement est grand et c'est compliqué de se désengager. Et après, ça recommence, c'est-à-dire que tu as trigger, action, récompense variable, investissement, et ça se nourrit. Et il montre, ce qui est assez préoccupant quand même, il montre dans le livre des captures d'écran d'une présentation interne à Facebook qui a fuité. Et c'est vrai que c'est pas très glorieux pour Facebook parce qu'en gros, il y a un screenshot d'une adolescente comme ça, avec le cercle vicieux autour d'elle, qui démontre. Enfin, tu vois, juste. Les gars, faites pas des présentations comme ça, quoi. Ça, j'ai pas compris. En gros, t'as une présentation interne de Facebook où les mecs décrivaient le modèle addictif. Ah, ok. Et, avec une adolescente au milieu. Une adolescente au milieu, quoi. Donc, j'ai envie de dire, je sais pas, mais un mec de l'État islamique ou un mec. Et le titre de la slide, c'est comment on va les baiser. Ouais, c'est ça. C'est ça.
Voilà, bref. Ouais, j'avoue, j'étais en train de me demander ça, les mais la gens qui font ça. la photo d'Hitler, ou enfin, je sais pas, mais pas une ado, quoi. Une petite ado toute. Ouais. Ouais, les gens qui font ça et les gens qui ont, tu sais, tu dis les spécialistes du cerveau, je sais pas, qui ont fait des neurosciences pour à la fin que ce soit utilisé pour ça. Comment ils se sentent, tu vois, comment ils se voient eux-mêmes. Une peu de race. Ils ont une quantité. Ouais, après, voilà. Après, tu sais, il y a l'industrie la plus forte là-dessus, c'est l'industrie du gaming, du casual gaming sur mobile. Ouais. Les applis, les jeux, quoi, c'est ça. Ouais, donc tu vois, à la base, c'était les réseaux sociaux, etc., qui sont un peu, qui ont été les précurseurs là-dessus. Et aujourd'hui, les gens les plus avancés, c'est clairement le gaming sur mobile. Ouais. Parce que du coup, ils ont perfectionné de ouf les boucles pour te faire payer, pour que tu reviennes, pour que tu cliques. Et notamment le casual gaming, c'est-à-dire les jeux en 10 minutes, en 5 minutes. Ouais. Bah, on les voit dans le métro. C'est clair. Ça se voit. Et moi, j'en parle parce que récemment, j'ai téléchargé un jeu qui est en plein cœur là-dessus, un espèce de jeu de putacrac. Et je suis... T'es ouf. Tu peux nous dire le nom ou pas? J'ai rien de regarder. Ah ouais, ça s'appelle The Last War. Ça s'appelle. Bah, déjà, ça va comme ça. Et c'est vraiment, tu trouves... C'est pas Candy Crush, quoi. Et c'est vraiment que tu l'ouvres et tu vois, genre, c'est toutes les techniques de putacrac possibles, imaginables. Récompense aléatoire. Ah non, c'est pas ça. C'est ça. Ah, s'il vous plaît, je vous conjure de taper The Last War dans Google. The Last War? Ah non, c'est la caricature. Ouais, exactement. Ah, je pensais trouver un truc à peu près normal et je voulais faire une blague et faire ah ouais, genre, je t'ai téléchargé ça. Mais là, c'est vraiment. Là, j'hésite à te le montrer, Claire. Quoi? C'est vrai. Faut que je non, mais c'est vraiment. Ah, ouais. Non, mais en gros, genre. C'est quand même. Non, mais en gros, ils utilisent toutes les techniques possibles et imaginables. Et, genre, et tu vois, moi, je connais le truc. Enfin, j'ai écrit un article dessus il y a plusieurs années. Je me suis bien renseigné sur comment ça marche et je sais que c'est de la merde. Et genre, tu tombes dedans? Je l'ouvre. Ouais, je tombe dedans. Là, je suis dedans. Mais Georges. Je suis dedans, je suis sur la. Je pensais que tu l'avais téléchargé pour pouvoir observer le truc, mais en fait, non, juste. Non, t'es tombé dedans. Je l'ai téléchargé parce que je suis une putacrac. Je suis une crack whore. Putain, c'est une crack whore. Une pute à crack. Ah oui, je comprenais pas que c'était en. C'est une crack whore, ouais. Pour les gens qui parlent pas bien français. Et donc, il dit que souvent, Facebook et autres va beaucoup communiquer sur les bénéfices, en fait, parce qu'ils vont dire oui, avec les réseaux sociaux, c'est plus facile pour moi de me connecter avec mes amis, machin. Donc ça, c'est des trucs qu'on entend souvent de Facebook. Et le truc, c'est que Jonathan Haidt dit que c'est pas corroboré par des données tangibles. Et même si c'était corroboré par des données tangibles, en tout cas, la connexion qui est décrite par Facebook, en fait, elle est venue remplacer quelque chose de plus important, en fait. Donc, qui est la connexion dans la vraie vie. Voilà, exactement. Donc, quand bien même ça connecterait les gens s'ils étaient enfermés tout seuls dans leur appart, c'est venu en remplacement de quelque chose. Donc, voilà. Donc, c'est ce que nous dit Jonathan. Ouais, non, mais clairement, c'est de la merde. Mais en fait, Non, mais j'avoue, ce qui m'interroge, c'est que, tu vois, ça fait quand même une dizaine d'années qu'on sait ça. Tu vois, genre, les alertes un peu sur le caractère addictif, sur les boucles d'addiction, sur l'excès de notification, sur la réduction du temps d'attention, sur les dépressions, sur la solitude. Ça fait, peut-être 10 ans, c'est exagéré, mais ça fait au moins 6-7 ans que c'est rentré dans le mainstream et qu'il y a plein de gens qui en parlent, etc. Et c'est vrai qu'on ne fait pas grand-chose, en fait. Et ça m'interroge notamment en Europe, parce que tu vois, tu te dis peut-être qu'aux États-Unis, ils ont, en gros, tous les géants du web, la plupart, ils sont américains et il y en a quelques-uns de chinois. Mais tu vois, eux, peut-être qu'ils ont économiquement à perdre d'interdire ça, etc. Donc peut-être qu'il y a des lobbies assez forts. Mais tu vois, en Europe, nous, on n'a pas beaucoup de géants du web. Ouais. On a raté le coche. Nous, on a inventé les capsules qui ne tombent pas, tu vois. Ouais. Ce qui est pas mal. Quoi ? Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Mais bon, ça reste moins bien. Une petite révolution dans le monde des bouteilles. Mais tu vois, genre, nous, on a beaucoup moins à perdre économiquement à faire ça. Et c'est vrai que ça m'interroge qu'il n'y ait pas beaucoup de pouvoirs publics qui se sont emparés du sujet, quoi. Ouais.
Tu vois, alors pour le coup, je vois bien les mecs de droite dire ah oui, nos enfants sont assaillis par les Américains, tu vois. Genre, ouais. J'avoue que je comprends. Que fait Pascal Praud? Vraiment, Exactement. Genre là, pour une fois que Pascal Praud peut s'exciter Pascal Praud, ouais, on a besoin de lui. Je sais pas si. Alors, si quelqu'un a son 06 ou son 07, enfin, je veux bien juste. Ouais, si c'est possible de le contacter. Exactement. De l'invoquer. Tu sais, comme quand t'appelles Batman, t'as le signe de la chauve-souris dans les nuages. Et t'as le P. T'as le P et tout. Tu fais Pascal. Non, mais c'est vrai. Non, mais hors blague, c'est un truc qui est. C'est un truc à devenir fou. Ouais. Pourquoi non mais c'est vrai, zéro débat, pour le coup, quoi. tu vois, genre, après c'est des postulats qu'on dit, donc peut-être que c'est faux, mais voilà, genre, j'ai quand même l'impression que c'est un truc qui fait quand même relativement consensus, de 1. Ouais. De 2, tu heurtes pas beaucoup d'acteurs économiques de ton territoire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs économiques du web puissants en Europe. Ouais. Donc en fait, c'est plutôt un truc facile, et tu vois, c'est un quick win, quoi. C'est un... Oui, après, t'as toujours la théorie du complot où les gens disent ah oui, mais tant que les gens sont sur leur smartphone à être abrutis, ils pensent pas à autre chose. Enfin, mais bon, tu vois, je pense que c'est pas ça, tu vois. Enfin, en vrai, on va chercher un peu loin, quoi. La partie d'après qui est quand même assez naturelle sur ce genre de sujet, c'est de parler des différences entre les filles et les garçons, parce qu'en fait, il y en a des énormes en fait sur ce sujet-là. En moyenne. Et donc, il y a quand même une partie qu'il faut faire là-dessus. Donc si on compare le comportement moyen des filles et des garçons sur ce sujet-là, on va trouver des choses assez intéressantes. Donc, on va commencer par faire un truc que Georges apprécie moins, qui est de faire de l'anecdotique. C'est-à-dire, il va nous raconter une vraie histoire, celle d'Alexis, donc c'est une fille, qui va servir d'illustration à son point. Donc, Alexis a eu son iPad à 10 ans. Donc elle jouait à des jeux à la con dessus. Donc elle jouait à The Last War, je crois, Georges. et puis elle a eu accès à l'ordinateur de salon de sa famille. Puis elle a installé Instagram à 11 ans. Et pour créer un compte, en fait, il suffit de dire que tu as 13 ans. En fait. Et Instagram te demande rien d'autre. Et vu que ses parents lui avaient interdit Instagram, elle le désinstallait, puis elle le réinstallait à chaque fois sur l'iPad. Voilà. Pour créer l'illusion. Et puis rapidement, elle a trouvé une astuce sur Internet pour cacher l'application sans la désinstaller. Donc j'ai regardé, en effet, il y a des petites astuces où tu peux faire disparaître une appli. Voilà. Et ses parents ont découvert qu'elle avait Instagram, mais elle avait contourné le truc et ouvert des comptes secondaires où elle pouvait poster sans qu'ils le voient, parce que j'imagine que ses parents ils sont devenus amis avec elle pour checker quand même qu'elle postait pas à des moments où elle devait pas le faire. Et donc après 6 mois, elle était en dépression. Dans le livre, oui, elle était en dépression et elle avait des problèmes d'anorexie apparemment parce que l'appli lui proposait ce genre de contenu-là. Et dans le livre, il y a un dessin qu'elle a fait. Donc il a imprimé sur une page un des dessins qu'elle a fait. Et alors, je sais pas quoi penser du dessin parce qu'on dirait une blague en fait. Encore une fois. Ouais, c'est-à-dire que c'est le dessin. Je vous le décris, c'est une petite fille dans un coin de la chambre en train de pleurer, avec un couteau avec du sang à côté d'elle, un PC et un téléphone, et tu sais, sur le PC et le téléphone, il y a des insultes dessus, bitch, whore, machin. Et en fait, tu te dis, c'est une caricature. Mais en fait, non, c'est un vrai dessin qu'elle a fait, quoi. Donc c'est juste trop bizarre. Et je sais pas s'il faut rigoler ou être préoccupé. Et donc voilà, donc en effet, elle a eu ce contenu anorexique, elle est devenue anorexique, et elle a dû faire avec ses problèmes de nourriture et sa dépression pour le reste de son adolescence. Et donc les parents ont fait un procès à Meta, donc Instagram, pour avoir autorisé sa fille, qui avait moins de 13 ans, à l'utiliser. Voilà. Meta a imprimé le procès sur du papier hygiénique et l'a distribué dans ses logos. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le procès. Donc voilà, donc évidemment c'est juste une histoire. Il n'y a pas de données, voilà, ça change un peu du reste, mais disons que ça montre bien quand même avec des parents, tu vois, dans cet exemple, qui sont un peu au fait des choses et qui essayent
de protéger leur fille, ça montre, je trouve que ça illustre comment en fait c'est possible d'échouer en tant que parent, même en étant un peu attentif. Ok, c'était pas 1984, George Orwell, tu vois, mais juste il faisait un peu gaffe. Et en fait, la fille, elle les avait complètement dépassés, quoi. Voilà. Et donc, bon, ça c'est pour illustrer un peu le propos. Mais dans cette partie-là, il va mettre un graphe qui trace la dépression en fonction du nombre d'heures sur les réseaux sociaux. Et pourquoi je dis ça pour les filles et les garçons Oui, non, pardon. En fait, on s'en fout de ce que je viens de dire. En fait, ce que je voulais dire, c'est que y a seulement 5% des garçons qui sont à plus de 40 heures de réseaux sociaux contre 15% des filles. Ça, déjà, c'est quand même... Ouais. C'est quand même notable, hein, la différence. Et donc, il propose quelques explications. Il dit parce que les filles sont probablement en moyenne plus affectées par la comparaison sociale visuelle. C'est-à-dire que leur statut est en général plus corrélé à la beauté que pour les garçons. Les filles ont tendance à être, quand elles sont agressives, à être plus agressives socialement, alors que les garçons, ils sont plus dans le « je vais te mettre une benne dans la gueule ». C'est pas la même façon d'être agressif. Donc, les réseaux sociaux, c'est un bon client. C'est-à-dire que tu peux insulter les gens sur les réseaux sociaux, faire des faux comptes pour les insulter. Il y a un exemple dans le livre où Marie est devenue pom-pom girl, ou je sais pas quoi, et il y a une fille jalouse qui a créé un groupe de discussion intitulé « Tout le monde dans la classe, sauf Marie ». C'est très drôle. J'ai un peu rigolé, donc je l'ai mis. Voilà. Mais... c'est horrible que ce soit drôle aussi. Voilà, les gens sont drôles aussi parfois dans leurs insultes. Mais voilà, disons qu'il y a plus un terreau. Il y a aussi le fait que les filles ont en moyenne tendance à plus facilement partager leurs émotions. Donc typiquement, si une fille est dépressive, ça déteint plus sur ses copines. Alors que les mecs ont plus tendance à s'en battre les coucougnettes. Donc c'est 142% d'augmentation de chances de dépression si t'es ami, avec un E, avec quelqu'un de dépressif. Donc transmission fille à fille. Voilà. Et le dernier point qui fait une différence entre les filles et les garçons, c'est, vous savez, tout ce qui concerne la prédation, donc les prédateurs sexuels sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est plutôt les garçons qui vont avoir tendance à se faire contacter par des femmes de 50 ans leur demandant de leur envoyer des photos de leur pénis. Quoi, ah bon ? Non. Mais arrête. Donc c'est plutôt un phénomène qui va en effet toucher les filles et pas les garçons. Voilà. Donc, Clem, elle s'auto-fatigue. Waouh. Ah bon? Ah oui. Ah bon, attends, j'aurais pas dit. Je savais pas, c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif. Ouais. Okay. Donc voilà, donc oui, il y a en effet une grosse dissymétrie sur la prédation. Juste les applications ne font aucun effort pour mettre des barrières entre, par exemple, les filles de 12 ans et les hommes de 50 ans. En fait, t'as l'impression que si t'es un mec de 50 ans qui aime bien les vidéos d'une fille de 12 ans, juste l'algorithme, il va comprendre. C'est son père. Ah oui, donc l'algorithme va évidemment donner d'autres vidéos d'enfants de 12 ans. Voilà. Parce que c'est un papa et... je sais pas comment finir cette phrase. Voilà. Voilà. Non mais donc, voilà. C'est quand même... voilà. Disons que... Mais de toute façon, les prédateurs, ils mythos sur leur âge, non ? Ben, je sais pas. Okay. En tout cas, je ne pense pas que... Alors, je peux me tromper, mais je ne pense pas que Meta fasse un effort quand t'as 50 ans pour ne pas te mettre des vidéos de filles de 12 ans si c'est ça sur lequel tu likes et tu passes du temps, quoi. Si l'algorithme voit que c'est ça qui te fait rester, je pense pas qu'il va se... Il va se censurer, quoi. C'est malsain. Voilà. Voilà. Donc, ouais, il y avait un autre truc bizarre, c'est qu'il a réussi à obtenir des informations par témoignage. Donc,
apparemment, les garçons de la classe, donc les jeunes cette fois-ci, demandent aux filles des photos d'elles nues. Apparemment, c'est un truc qui maintenant se fait beaucoup. Et si elles ne les donnent pas, ils les traitent de prudes ou ils disent qu'ils vont poster des photos humiliantes d'elles sur les réseaux sociaux. Et ensuite, ils vendent les photos aux gars du lycée en échange d'alcool. Et juste pour que vous ayez une idée de la prévalence du phénomène, avec les témoignages, ils ont estimé que c'était de 20 à 30% le nombre de filles qui avaient déjà envoyé des photos d'elles nues. Quoi ? Aux États-Unis ? Donc, ouais, alors, moi, ça me. Enfin, vraiment. Genre, un tiers des meufs ont envoyé. Ouais, mais, non, mais contrairement aux chiffres d'avant où j'étais là, genre, ouais, ok. Mais des mineurs ou des. Bah oui, du coup, du collège. Genre de tout... Bah, collège. Ah, oui. Non, mais c'est-à-dire que là, je passe ta compris, genre, mais ils s'envoient entre eux au collège. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ok. Ouais, non, mais donc, un tiers, c'est pas de la population générale, quoi. C'est des mineurs, quoi. Là, c'est le fait. Enfin, oui, au collège, ouais. C'est ça. Ok. Ouais. Ah, ouais, non, mais encore toutes les statistiques précédentes, j'étais plutôt. Je trouvais ça instinctif. J'avoue être un peu surpris sur ça. Putain, voilà. On est vraiment à la ramasse. On est un peu à la ramasse. Donc ça, c'est les filles. Et si on parle un peu des garçons, bah, on va retrouver un package de problèmes un petit peu différents. Non, mais au collège, non, mais genre quoi, t'as 14 ans, t'es déjà en train d'envoyer des nudes, là ? Bah, c'est apparemment. Pour pas qu'on t'humilie en montrant des photos de toi. Putain, mais moi, je jouais avec mon caca à 14 ans. Bah, on va voir que les garçons, c'est différent. Alors, peut-être que les garçons, il y a peut-être un chapitre sur les excréments. Pas du tout. Non, ouais, c'est là, j'avoue, là, il y a peut-être un gap générationnel. Ouais. Pour le coup, si c'est vrai qu'ils ne sont pas chevrés sur le sondage, il y a peut-être un gap générationnel. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Donc les garçons, il y a tout un package de problèmes un petit peu différents. Donc déjà, on remarque au niveau sociétal, pas seulement chez les petits garçons, mais que c'est le cragage total, que l'économie des pays développés récompense de moins en moins la force physique. Là, on récompense plutôt, je sais pas, l'intelligence sociale, la capacité à rester assis, calme, à écouter. Donc disons que par rapport au rôle traditionnel des garçons, il y a longtemps, voilà, ça a évolué. Deuxième constatation, on constate que les femmes ont dépassé les hommes en nombre de diplômés d'études supérieures, hein, par exemple. Il y a un fun fact, je ne savais pas. Il dit les données sont claires. Plus tu as d'hommes à l'école, plus les petits garçons ont des bonnes notes. Je ne savais pas ça. Ça veut dire quoi ? Plus il y a de profs hommes ? Ouais. Ah ouais ? Ok. Ouais. Et parce qu'ils veulent montrer qu'ils en valent la peine. Je sais pas, ils ont peut-être un modèle, je sais pas. C'est vraiment un fun fact, je savais pas. Troisième constatation, il dit que cette mode de surprotéger les enfants, donc ce dont on parlait tout à l'heure, ça touche plus les petits garçons, parce que il dit que c'est plus un problème pour les garçons parce qu'ils ont plus besoin de faire des bêtises. Je sais pas si ça fait sens, ce que je dis. Et quatrième constatation, et évidemment, c'est probablement le point central, c'est l'arrivée des jeux vidéo et de la pornographie à la demande. Voilà. Donc ça, c'est vraiment enfin, si on dit que les filles, c'est les réseaux sociaux, les garçons, c'est les jeux vidéo et la pornographie, quoi, qui est en train de causer tout un tas de problèmes. Voilà. Et donc, voilà. Côté jeux vidéo, il dit qu'on n'est pas sur des niveaux comparables avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il dit qu'il n'y a que 7% apparemment des garçons qui vont avoir un réel problème en termes d'addiction. C'est-à-dire qu'il dit que si tu n'es pas dans les 7% où vraiment tu as un problème d'addiction, en fait, le seul problème qui te reste, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, qui était le coût d'opportunité. Où en gros, bah, juste tu fais ça, tu fais pas autre chose. Mais tu n'as pas, disons, d'effets délétères qui ont été remarqués autre que ça, quoi. Enfin, t'es pas déprimé parce que tu joues à Warcraft, quoi. Ok. Voilà. Même si du coup si tu passes tout ton temps là t'es dans les 7% qui ont l'addiction, ouais. Voilà. Donc ça, je trouve ça intéressant. Je sais pas si vous avez, enfin voilà, ça clôt un peu la comparaison filles-garçons, mais en effet on n'est pas sur les mêmes tissus de problématiques, quoi. Et on a des stats sur la pornographie.
Et sur la pornographie, peut-être qu'il y a des stats, mais je ne les ai pas notées. C'est pas grave. Mais oui, enfin après, tu sens que quand t'as 15 ans et que t'as un smartphone, tu vas regarder ça H24. Ouais. Non, mais ouais, ça, j'aurais kiffé une croustillance de aujourd'hui, 100% des hommes de moins de 15 ans passent 2 heures par jour sur les tu veux que je te la trouve sur les trucs, sur les sites porno, tu vois. Tu veux que je te la trouve? Ah, je pense que là j'ai été un connard, j'ai pas marqué la page. Non mais c'est pas grave, t'inquiète. Non mais c'est marrant, non? C'est vraiment des garçons. What is happening non, to boys? En vrai, c'est Vas-y, Clem. Ouais, non, mais je voudrais bien avoir la comparaison parce que je me rends pas compte on va dire, je sais pas, à notre époque ou dans les années 90, c'était quoi l'accès au porn et enfin la pornographie, les films pornographiques. Et maintenant, du coup, vu que c'est tout le temps, est-ce que ouais. Bah c'est vrai. En tout cas, genre moi, ces différences entre mecs et meufs, je les observe dans mon échantillon de relations adultes, quoi. Ah ouais. Genre les meufs, elles sont 1000 fois plus sur Instagram que les mecs. Ouais. Genre vraiment de manière clairement hyper visible, quoi. Ouais. Et les mecs, ils vont beaucoup plus sur les sites porno que les meufs, quoi. Ok. Donc là, le graphe qu'il y a dans le livre, c'est... Et le jeu vidéo aussi. C'est le pourcentage de Suédois, je sais pas pourquoi de Suédois, qui sont 12 graders. Donc 12 graders, faut faire la conversion en français, qui regardent de la pornographie. La phrase, c'est plus ou moins tous les jours. Et donc en 2004, c'était 10%. Et en 2014, c'est 25%. Ouais, ils n'ont pas non plus des données incroyables parce que ça s'arrête en 2014. Mais quand même, voilà. 12 graders, je sais pas si t'as ChatGPT d'ouvert, Georges. Quoi, c'est sûr, t'as 15 ans, quoi, non? Hein? T'as 15 ans? 12 graders en français. C'est élève de terminale. Ouais, c'est ça. Élève de terminale, ouais, tout à fait. T'as été plus rapide que moi, voilà. Non, mais voilà, donc voilà, c'est la seule stat qu'il y a. Par contre, c'est vrai qu'il parle beaucoup, tu sais, du phénomène aussi des garçons qui... comment le dire en français, qui ne se lancent pas dans la vie. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils restent chez leurs parents, enfermés dans leur chambre, à jouer aux jeux vidéo. Donc ça s'appelle les NET. Not in education, not in employment and not in training. Et en effet, ils pensent que c'est aussi permis par le fait que, en fait, quand tu as accès à du porno et à des chatbots érotiques ou je sais pas quoi, en fait, pour certains garçons, ça te pousse pas à sortir, à faire ta vie. Et voilà. Donc voilà. Et ils recommandent d'aller sur le subreddit des NET. NEET, que c'est très intéressant et qui se donne des petits conseils, genre comment tu fais pour faire pipi par exemple quand tu peux pas sortir de ta chambre. Bon, Quoi ? Voilà. Donc ils s'achètent pour des donc ils s'achètent des litières. Pour pouvoir geeker ou faire du porn plus longtemps. Voilà. Donc il y avait un des conseils, c'est d'avoir une litière. Oh là là, bon. Et non, le subreddit est vachement bien, j'y suis allé. Et alors t'as appliqué quoi depuis de ce truc-là ? Je vais pas acheter de litière. non, mais en vrai, c'est un peu déprimant. Enfin, on fait des blagues, mais c'est pas drôle. Mais enfin, c'est un peu déprimant parce que, en fait, ils échangent sur. Enfin, c'est assez déprimant. Enfin, ils parlent entre eux. Ils disent mais comment vous faites quand vous allez au supermarché. Enfin, c'est un peu déprimant. Ok. Ouais. Non, c'est pas marrant. En fait. Non, c'est pas marrant. Donc voilà. Disons que. C'est pas tant pour rigoler, mais juste si tu vas, c'est intéressant parce que juste tu te rends compte que il y a des gens qui en sont là, quoi. Voilà, donc on a bientôt fini, mais il y a quand même une petite partie qui me fait plaisir pour Georges, c'est la partie de la spiritualité. Ça va permettre de remettre une petite couche. Donc d'habitude c'est que les gens qui ont fait HEC et qui font des joggings qui parlent de spiritualité, mais lui il dit l'être humain a besoin d'expériences religieuses. Alors peut-être religieuse c'est pas le bon mot,
ça l'élève, ça lui apporte une certaine forme de bonheur. Donc, il te donne des exemples pour qu'on comprenne un peu mieux. Tu sais, quand on est tous derrière notre équipe de sport, quand on chante tous ensemble, je sais pas, à la messe ou dans une chorale, tout type d'effervescence collective, des actes généreux, être dans la nature, être face à quelque chose de vaste, donc, tu sais, le ciel étoilé par exemple, être seul avec tes pensées, le silence, lire un livre en silence, participer à un enterrement en vrai et pas par Skype, manger avec ses amis, sa famille et ses amis pour une occasion. Enfin voilà, on n'arrive pas à imaginer qu'il y a un mec, tu sais, pendant le repas de Noël, qui se dise j'ai faim, du coup je vais manger avant et après je vais aller dans ma chambre. Enfin, ça n'existe pas. Et en gros, il explique que sur cet axe-là, qu'il appelle l'axe du divin, du coup, genre, je rappelle toi, il aime bien se foutre de ma gueule, sur ce concept-là. Donc, c'est un concept qu'il a... Regardez la tête de Georges. C'est un concept qu'il a identifié dans The Happiness Hypothesis, qu'il y avait, en effet, toutes ces choses-là là, que je viens de citer, ça t'apportait une sorte de bonheur. Et en fait, il a appelé ça l'axe du divin, mais c'est peut-être pas bien, le nom est peut-être pas bon. Et il dit que ça te descend sur cet axe-là, le téléphone, parce que, je sais pas, les réseaux sociaux, ça te pousse à être matérialiste, à juger les gens, à être vantard, mesquin, chercher la validation sociale. Tu sais, avec ton téléphone, t'as tout le temps envie de filmer les trucs au lieu d'apprécier le moment, ou de prendre une photo quand il se passe un truc cool au lieu de kiffer. Voilà. Et donc, on comprend que ça, enfin, si on reprend son vocabulaire, on comprend ce phénomène qu'en effet, ça ne t'élève pas dans toutes les directions, tous les exemples qu'il a donnés, quoi. Et ça, voilà, je sais pas si vous avez des choses à dire. Souvent, ce que je fais, c'est que je clash Georges en fait au moment où il est fatigué, vers la fin du podcast. Non, mais moi, là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Parce qu'on parle du smartphone et pas des plugs anal. Mais ah oui, parce que l'histoire entière, pour ceux qui... Parce que le cœur du débat, c'est que un jour, il y a une pote qui m'a montré sur Tinder le profil d'un mec, et juste son profil, c'était 30... C'était juste une photo de son lit avec 30 godes débrayables RGB. Il avait vraiment 30, hein. Enfin, c'est pas, je fais pas une blague. Bah, il est vendeur, quoi. Voilà, et après, la deuxième photo, c'était 10 supplémentaires. Ouais. Et moi, mon argument, c'était que ça ne l'élevait pas particulièrement sur l'axe du divin. Et Georges, il n'était pas d'accord. Il disait oui, s'il est heureux comme ça. Et tout. Donc, c'est un débat millénaire entre moi et Georges. Voilà. Mais voilà. Après tout, Georges. Non, en fait, je suis vénère parce que c'est moi qui a le profil avec les 40 godes. Depuis le début, ouais. C'est ça. D'où il me juge sur l'axe du N'empêche, divin. ça serait un twist. Ça serait un twist de malade, tu sais, après. Après 95 twist. épisodes, c'est lui c'était son profil. Et bah, figure-toi que j'ai matché avec ta pote. Allez. Pour l'épisode 100, tu sais. Non mais là pour le coup avec le smartphone je suis d'accord. Oui. En fait le smartphone, le problème c'est pas que ça t'éloigne pas du divin, parce qu'on fait tous des activités qui nous éloignent du divin de temps en temps, tu vois. Ouais. Mais le problème c'est que ça doit être des activités ponctuelles et que tu veux pas que ça constitue l'essence de ton existence, tu vois. Oui, et là le problème du smartphone c'est le temps que ça prend, en fait. C'est que tu passes 4, 5, 6, 7, 8 heures par jour sur un truc qui est un peu teubé, tu vois, ou qui ne t'éloigne pas du divin, enfin tu peux le dire de différentes manières, mais qui globalement ne te rend pas meilleur et ne te rend pas plus heureux. Alors que avoir 30 godes, bah, si tu fais ça une demi-heure par jour, et si tu te cales des godes une demi-heure par jour, bah, ça te déstresse, t'es content, tu vois. C'est vrai. tu vas pas passer 8 heures à te caler des godes, tu vois. C'est vrai. Et c'est un bon point. Et donc non mais oui, mais là disons que toi tu fais le truc un peu plus terre à terre, ou oui, tu joues à Doodle Jump sur ton smartphone et c'est de la merde, mais disons que là, lui, il parle vraiment de ces choses-là qui nous élèvent, d'être ensemble, d'être dans la nature, d'être face à des trucs vastes, participer à des cérémonies, voilà, comme un enterrement, machin. C'est vrai que ces trucs-là, ça fait quelque chose, en fait, à l'être humain, et que ça a tendance à être quand même considérablement atténué quand tu sors ton téléphone pour prendre la vidéo du mec dont t'es fan ou t'es allé voir le concert.
Et tu te dis, c'est une bonne idée si j'enregistre les 1h30 de concert. Ouais. Bah c'est vrai que pour le coup, le smartphone, je pense vraiment que c'est un problème de santé. Parce que tu vois, tu pourrais arguer genre, oui, ok, c'est néfaste, mais il y a 10 000 trucs néfastes dans le monde et c'est pas très grave, tu vois. Oui. Et je trouve que le smartphone, c'est vraiment un problème de santé publique sur lequel il faut absolument intervenir collectivement. Parce qu'en fait, ça cumule plein de tares, tu vois. C'est que c'est hyper addictif, c'est que tout le monde l'a. C'est virtuel, donc c'est pas dans le réel, donc c'est nécessairement moins bien. Ça suscite de la comparaison et du matérialisme. Tu vois, donc en fait, ce que je veux dire, c'est que ça cumule plein de tares ou d'effets néfastes pour l'être humain. Tu vois. Que je trouve c'est rares sont les choses qui sont légales qui cumulent autant de tares. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Et du coup, parce que tout à l'heure, plusieurs fois, on posait la question mais ça paraît évident qu'il faut réglementer, faire des lois et tout. Et on se dit, on ne sait pas trop pourquoi c'est pas fait, parce qu'a priori, ça fait consensus de tout bord, quoi. Mais est-ce que c'est pas que c'est compliqué, en fait, à légiférer là-dessus, à contrôler et tout? En fait, parce que là, tu vois, genre le truc de Insta ou je sais pas quoi, où ils disent, est-ce que t'as plus de 16 ans et tu mets oui, même si t'as 9 ans? Bah, en fait, du coup, ça veut dire que ça marche pas, quoi. C'est pas comme ça. On va le faire, là. C'est la dernière partie sur les actions, donc on va parler exactement de ça. Okay. Donc, en effet, si tu veux commencer à contrer ces choses-là, tu vas d'abord commencer à rencontrer des problèmes de synchronisation. Et par problème de synchronisation, ça veut dire, par exemple, si tu donnes pas de smartphone à ton enfant et que tout le monde en a un, il se retrouve exclu. C'est pas non plus optimal. Enfin, je veux dire, oui, c'est ça. Du coup, il va se retrouver quand même tout seul dans son coin. Exactement. Donc à pas avoir ses amis. Il y aura de toute façon personne qui va lui parler puisque les autres seront sur le smartphone. Donc c'est quand même pas optimal. Et donc, voilà, disons qu'il y a un problème de synchronisation qu'il va falloir adresser, et c'est ça qu'il essaie d'adresser. Donc, par exemple, il donne un exemple vraiment pratico-pratique. Il dit, tu pourrais, entre parents, créer un groupe WhatsApp avec une pledge, je ne sais pas comment on dit en français, une charte à signer. Et en gros, les parents qui veulent signe la charte, et la charte consiste à s'engager à ce que ton enfant n'ait pas de smartphone avant, j'en sais rien, la 4e par exemple. Et en fait, la charte ne prend effet que si X parents de la classe ont signé la charte. Donc par exemple, tu peux dire, en fait, il y a à partir de 15 parents qui signent, ça prend effet, et les gens qui ont signé s'engagent à ne pas donner de smartphone à leur enfant jusqu'à, ici, dans l'exemple, la 4e. Et donc c'est cool parce que en fait, finalement, les enfants des parents qui ont signé le truc, en fait, ils ont quand même des amis du coup pendant la cour de récré, et ils ont des gens à qui parler, des gens avec qui interagir pendant que les autres sont sur leur smartphone. Donc tu vois, il y a tout un pan qui consiste à régler le problème de synchronisation déjà. Voilà. Il y a une deuxième idée qu'il évoquait, c'est l'idée de la moralisation. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où quand même, si on parle de plus en plus de ce phénomène-là, comme les parents qui laisseraient fumer leurs enfants, on les jugerait très fortement. Un jour, la société devra juger les parents qui donnent un smartphone à un enfant jeune, parce que juste ça se saura que c'est pas bien, et que juste tu vas subir le jugement des autres, quoi, donc tu vas pas le faire. Voilà. Donc ils disent déjà, s'il y a une évolution des mœurs, ça fait bouger les choses. Et ensuite, il y a aussi des solutions technologiques, et il y a un truc que j'aime beaucoup, il appelle ça le phone pouch, donc la poche à téléphone. Et en fait, c'est un truc, tu l'accroches au mur, par exemple, et tu mets ton téléphone dedans, et tu tournes une manivelle, et ça décroche la petite poche du mur, et donc tu emportes ton téléphone avec toi, mais il est dans la petite poche. Je sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Et si tu veux réobtenir ton téléphone, tu reviens au niveau du mur, là où c'était accroché, tu remets la pouch dans le mur, tu retournes la manivelle, ça s'ouvre, et tu récupères ton téléphone. Et en fait, pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, c'est dans les écoles, typiquement, tu pourrais mettre des murs de trucs comme ça.
Et en gros, juste les enfants, quand ils rentrent dans l'école, ils ont Ils le mettent dans la poche, quoi. Dans cette pouch-là. Ouais. Alors, je suis pas sûr de mon coup, mais il me semble que c'est en plus, c'est une poche qui empêche les... comment dire je suis pas sûr de mon coup, mais j'imagine que tu pourrais faire aussi une poche qui empêche les ondes téléphoniques d'atteindre ton téléphone, quoi. Mais je suis pas sûr si c'est que ce soit bien ou pas, mais... Bref. Du coup, il y a vraiment une solution pour les écoles, quoi. Donc ça c'est quand même pas mal. Attends, j'ai pas très bien compris quel est le but par rapport à, je sais pas, dire quand tu rentres à l'école, j'en sais rien, ils foutent tous leur téléphone dans une boîte fermée, ils le récupèrent que le soir, ou quelle est la différence avec la pouch? Bah, ça marche aussi, mais disons que les gens ils sont un peu stressés de la vie et disons que quand tu mets dans un casier, tu dois un peu gérer les problèmes de vol ou je sais pas. Ah oui, donc là, ils l'ont quand même avec eux. Là, en gros, ça permet de gérer toutes les objections. En gros, le téléphone, il est toujours avec toi, quoi. Ça s'appelle Phone Pouch, vous pouvez taper sur Internet, c'est rigolo. Donc oui, en effet, ça permet de gérer les problèmes de casier et de vol. Ici, un quatrième truc. C'est la loi, c'est ce que Georges dit depuis tout à l'heure. Voilà, il dit c'est quand même pas compliqué, le gouvernement doit protéger les mineurs des entreprises qui essaient de les rendre addicts, comme la cigarette, où évidemment les fabricants de cigarettes ciblaient les enfants et les ados quand c'était pas réglementé, évidemment qu'ils les ciblaient. L'alcool c'est pareil, tu peux pas aller acheter une bouteille à Monop alors que tu as 11 ans, donc c'est-à-dire que l'État protège les enfants. Tout ne repose pas sur la surveillance des parents. D'ailleurs, on a bien vu avec l'histoire d'Alexis là que c'était compliqué. Donc non, c'est pas aux parents de faire tout le travail et l'État doit protéger les enfants comme il les protège sur la cigarette et sur l'alcool. Voilà. Et donc notamment, il y a toute la partie dans le livre où il explique que on pourrait tout à fait mettre un système de vérification de l'âge quand tu fais tes trucs sur Internet. Donc, typiquement, quand tu vas aller sur un site pornographique, il vérifie que tu as 18 ans. Et quand tu vas ouvrir un compte Instagram, il vérifie que tu as 13 ans ou 16 ans, enfin, en fonction de l'âge qu'on veut mettre. Et en fait, il y a plein de méthodologies assez intelligentes pour vérifier l'âge des personnes. Donc, ça peut être... en gros, je vais pas rentrer dans les détails, mais avec les blockchains aujourd'hui, c'est assez facile de faire des systèmes où tu sais, le site internet, Instagram par exemple, va interroger une espèce de base de données où en gros il y a des tokens et tu dis le nom de la personne et le site te répond OK ou pas OK. Et donc tu peux pas avoir de fuite de données ou je rentre pas dans les détails parce que j'y connais rien malheureusement. Mais en gros, il décrit quand même comment c'est possible de faire ça pour que ça soit un emmerdement minimal. Et aussi, typiquement, pour les gens qui ont envie d'aller sur les sites pornographiques, avec ce genre de méthode, tu peux pas revenir à eux. C'est anonyme, quoi. Enfin, c'est juste un truc qui te dit OK, non OK, quoi. Voilà. Et donc, voilà. Donc, il y a ça. Tu pourrais aussi engraver dans le hardware, par exemple, d'un iPad, dire ça, c'est l'iPad de quelqu'un qui a 13 ans. Et voilà, c'est tout, c'est sur le hardware. Et donc, les sites sont dans l'obligation de discuter avec le hardware de l'iPad et juste, si c'est pas un site pour toi, t'as pas le droit d'y aller. Voilà. Et donc, voilà, c'est des... j'ai mis un peu en vrac les meilleures idées que j'ai trouvées dans le bouquin. Je sais pas si vous en avez d'autres. Mais oui, pour revenir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Georges, c'est incroyable, en fait, la perte de PIB et de capital humain que tu dois subir en ne mettant pas en place ces choses-là, qui sont quand même assez simples. Et c'est limite incompréhensible, ouais. Après, je sais pas si c'est une perte de PIB, mais c'est surtout une perte de bien-être, quoi. Genre juste, c'est mauvais pour toi, quoi.
c'est un truc super addictif, super répandu, qui génère du malheur, qui te bouffe beaucoup de temps. Voilà. En gros, oui, mais tu pourrais dire que si, je sais pas, si le gouvernement est cynique, qui sont là pour la croissance, enfin, tu pourrais trouver. Mais juste, c'est juste de même si t'es cynique, c'est juste de la perte de capital humain, quoi. Bah, c'est juste. Et le truc, c'est que tu vois, les 5, 6, 7 premières années, tu te dis, ok, c'est nouveau, je connais pas, faut que le temps qu'on ait du recul, etc. Mais là, on a du recul. Il y a quand même consensus sur le fait de dire, il y a eu plein de gens, d'anciens employés des réseaux sociaux eux-mêmes qui condamnent le caractère addictif du truc avec des données assez précises. T'as les dirigeants de la tech qui ne donnent pas de smartphone à leurs enfants. Après, bon, ça, c'est une anecdote. Et t'as genre des centaines de millions de gens à travers le monde qui ont cette expérience commune du caractère addictif du truc et de l'incapacité à se concentrer et de la comparaison sociale perpétuelle. Tu vois. Et du coup, genre, je pense qu'il est temps de se dire on peut pas se reposer sur la discipline individuelle des gens. Il faut faire quelque chose parce que c'est un objet extrêmement addictif, quoi. Ouais, et c'est c'est comme pour l'alcool ou le sucre ou les cigarettes. C'est bon, on a compris, c'est mauvais, c'est addictif, faut faire quelque chose, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et il y a un truc qui cloche quelque part. Enfin, je trouve qu'il cite un exemple qui est bien. Il cite le cas d'une école dans l'Ohio où en fait ils avaient fait venir une armée de psychologues. Et ils avaient monté tout un nouveau curriculum pour adresser les problèmes de santé mentale des élèves et tout. Et ça n'avait pas marché. Et le sous-titre de l'article, c'était là, les gars, on a vraiment tout essayé, quoi. Enfin, vraiment, on ne peut pas faire venir plus de psy. On est à la limite, quoi. On est taris. Et en gros, lui, il dit juste, vous n'avez même pas pensé à enlever les téléphones de l'école. Et il cite une expression, il dit pêcher des poissons en étant assis sur une baleine. Et c'est un peu ça, quoi. Enfin, je sais pas, je pense qu'on dit tous la même chose, quoi. T'as l'impression que c'est pas compliqué, quoi. Vraiment, que c'est pas compliqué et que ça a des effets énormes et que c'est franchement, s'il y a des gens qui savent pourquoi ça vient pas, parce que j'ai l'impression, comme disait Georges tout à l'heure, que quand même ça fait un certain temps qu'on sait ça et notamment l'impact que ça a aussi sur les adultes, mais surtout sur les jeunes. Et je me demande vraiment ce qui bloque, s'il y a quelque chose qui bloque. Si vous avez le 06 de Pascal. Mais tu vois, genre, je suis pas un professionnel de la santé, etc. Mais je pense que c'est un des problèmes de santé publique les plus prégnants des 20 dernières années, tu vois. Ah ouais, genre, je vois pas trop ce qu'il y a de plus. Parce que tu vois, l'alcool et les cigarettes, c'est quand même, ça se réduit quand même, parce qu'on a mis en place plein d'actions pour faire en sorte que donc l'utilisation de ces produits-là se réduit. Le sucre, on commence à faire des trucs à la fois avec des messages de santé publique, la réduction des pubs, les Nutri-Score, etc. On s'est rendu compte que c'est quand même pas bien. Et tu vois, genre, je vois pas d'autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ces trois trucs et le smartphone, qui est un truc aussi qui concerne tout le monde et qui a un impact puissant, tu vois. Il y a peut-être la pollution de l'air, tu vois, mais oui, mais limite la pollution de l'air, c'est pas facile, tu vois. Enfin, c'est moins facile que les smartphones, ouais. Et j'ai même envie de te dire, la bouffe, c'est moins facile aussi. Parce que, en fait, tu ouvres la boîte de Pandore, parce que si tu commences à interdire tous les trucs de merde qu'ils mettent dans la bouffe, en fait, les classes les plus démunies peuvent plus acheter de la nourriture, en fait. Et ça soulève tout un tas de problématiques que peut-être le politique, il n'a pas du tout envie de toucher, même avec un bâton qui fait 4 mètres de long, tu vois. Donc, limite, j'ai envie de dire, tu vois, ça a l'air épineux, mais là, il n'y a rien d'épineux, quoi. Enfin, bref, c'est incroyable. Donc, bref, tu vois, même chose, ça m'intéresse aussi d'avoir l'avis des gens sur est-ce qu'ils ont des exemples de problématiques de santé publique qui seraient du même niveau d'importance ou plus importance. Ouais, je suis d'accord. Mais après, c'est le ratio importance sur facilité à résoudre aussi. Oui. Parce que les gens, ils vont te dire, oui, il y a la menace nucléaire. Oui, si tout le monde meurt, c'est important. Mais c'est pas évident, quoi. Oui, mais surtout un truc qui a des effets, pas des effets potentiels, qui a des effets actuels, quoi. Ouais, d'accord.
Donc voilà, rapido, conclusion. Juste en conclusion, il rappelle 4 piliers de ce qu'il pense qu'il faut faire. Donc pas de smartphone au lycée, limiter l'accès à l'internet de poche en donnant par exemple aux enfants des téléphones basiques et pas des smartphones. Pas de réseaux sociaux avant 16 ans, ça c'est le deuxième point. Pas de téléphone à l'école, notamment avec les phone lockers ou les phone pouch, ça c'était le troisième point. Et beaucoup plus de jeux non supervisés et d'indépendance, voilà. Donc The Anxious Generation, c'est vachement bien comme bouquin, c'est vachement bien. C'est pas le bouquin que tu vas lire en faisant, tu sais, en te mouillant le doigt comme ça, dis donc. Mais parce que c'est un peu, enfin c'est un travail de recherche quoi. Ouais, oui. C'est pas facile à lire. C'est vachement bien. Je sais pas si vous avez appris plein de trucs, si vous avez kiffé, mais c'est quand même un bon petit livre. Ouais. Je vois que vous êtes en train de bader. Après, nous, ça fait 3 heures qu'on est là. Nous, ça fait 3 heures qu'on est là, donc on... Non, mais c'était cool. Merci. C'était cool. Yes, on s'arrête là. On s'arrête là. Allez, et n'oublie pas le 06 de Pascal. Bisous. Ciao. Imagine, on obtient le 06 de Pascal. Et puis avec la voix d'Orelsan.